Salut les gars, bienvenue dans le podcast 1000%. J'espère que vous allez bien. Salut, ouais. Donc on a Salut. le plaisir de recevoir Romain aujourd'hui. Pour te donner un petit peu de contexte, on a créé le podcast 1000% pour donner des clés en fait et vulgariser un maximum de sujets pour les auditeurs. Et donc aujourd'hui, avant que tu puisses te présenter, je vais détailler un petit peu le programme. On va d'abord parler des intérêts à la musculation. Donc on va aborder la musculation et savoir quels sont les bénéfices en fait, pourquoi se muscler, pourquoi passer du temps à s'entraîner. La deuxième partie, ça sera plutôt comment faire, comment on fait pour se muscler, quelles sont les modalités, voilà, comment s'organiser son entraînement. Et puis après, on va ouvrir sur différents sujets, comment on va pouvoir augmenter son potentiel physique, quels sont les différents concepts qu'on peut utiliser pour améliorer son corps. Et donc du coup, bah, je te laisse te présenter, Romain. Dis-nous un peu ton parcours, voilà. Ok. Bonjour, merci déjà de me recevoir sur votre podcast, super cool. Alors me présenter, c'est pas pas super facile. Euh, je m'appelle Romain Guérin, j'ai 35 ans. Je suis papa de petits monstres. Mon métier c'est préparateur physique. Je suis actuellement au Stade Niçois, à la troisième division en rugby. Et voilà, j'ai eu un parcours, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. J'ai fait exclusivement du rugby pro. Je suis passé par Aix-en-Provence ou Provence Rugby, Narbonne. J'ai fait un petit peu de 13 aussi. J'ai travaillé dans un pôle espoir. Je suis passé rapidement sur les équipes de France jeunes et quelques petites expériences à droite, à gauche en tant que consultant. J'enseigne un petit peu à l'université, quelques cours rapides. Enfin voilà, plusieurs petits trucs, Et plusieurs petites cordes tu à fais mon du arc. suivi aussi à distance un petit peu? Tu t'accompagnes des athlètes? Ouais, j'accompagne des athlètes sur une plateforme qui s'appelle Coaching Club, sur un mentorat en fait, sur une saison. Donc sur une saison entière. Et l'idée, c'est de les accompagner sur la performance sportive. Ça, c'est mon cœur de métier. Mais il y a aussi toute une partie sur l'entraînement qu'on va dire invisible un petit peu, parce que pour moi, l'entraînement, il s'envisage de manière holistique voilà, c'est pas que la performance à la salle ou sur le terrain, mais il y a tout ce qui va à côté. Donc, on parle de nutrition, on parle de sommeil, on parle de bain froid, on parle de respiration, on parle de skills d'apprentissage. Voilà, et ils ont des thèmes et voilà, ils découvrent. Le but du jeu pour moi, c'est de leur donner pas mal de clés qu'ils pourront réutiliser, pas que dans leur vie de sportif. Et on fait ça sur une saison. Voilà, j'ai lancé ça cette saison. Ok, très Génial. bien. Et du coup, ça sera peut-être des sujets qu'on pourra aborder sur la dernière partie, tu vois, pour ouvrir un petit peu le sujet. Et t'es arrivé comment dans l'entraînement? Du coup, tu faisais du rugby. Comment t'es arrivé à devenir préparateur physique? Ouais, j'ai commencé par le judo, moi, gamin. J'ai fait du judo et toujours en parallèle, dans ma famille, en fait, j'ai mon parrain qui est passionné de cirque. Et du coup, j'ai grandi un petit peu dans ce milieu-là à côté. Et j'ai toujours fait du cirque jusqu'à mes 14-15 ans. J'ai toujours fait du cirque qui m'a amené vers la gym, où ça a plutôt bien marché le temps que j'en ai fait. Et en arrivant dans le sud, je me suis inscrit au rugby et voilà, j'ai joué pendant 10 ans. Et le parcours pour la prépa, c'est en fait l'été de mes 14 ans, ouais, ça doit être ça, quand je suis passé en l'été de ma cinquième à ma quatrième, en fait, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à la salle de musculation dans ma ville, on avait le droit pour l'été, et ça a été un déclic. Et je suis plus jamais sorti depuis mes 14 ans. Ça se voit pas, mais je suis plus jamais sorti de la salle de musculation depuis mes 14 ans, et ouais, ce truc de pouvoir avoir de l'impact sur mon physique, sur mes performances directement juste par mon contrôle, ça a été vraiment un truc qui m'a. Oh, je me suis dit, waouh, je peux changer quelque chose, j'ai un peu de pouvoir et ça, enfin, voilà, j'ai adoré et j'ai toujours aimé un petit peu transmettre. Et bon, bah voilà, c'est comme un peu l'ikigai, tu vois, ça s'est plutôt bien combiné. Ah yes. J'ai adoré transmettre, j'ai adoré l'entraînement. Bon, bah voilà, le métier de préparateur physique. Donc du coup, t'as fêté tes 20 ans d'entraînement en fait. Ça y est, c'est officiel. Ouais, ça doit faire ça. Ouais, c'est ça, l'été de la cinquième à la quatrième, tu dois avoir 14 ans, un truc comme ça.
Et puis Parce après, que j'y suis pas resté l'année. T'avais pas le droit de, t'avais pas le droit de rester à la salle de muscu déjà. Il a fallu que ma mère signe des papiers pour y aller juste un mois. Et j'ai kiffé. Après, j'ai commandé un kit d'haltère Domios à la maison. Je faisais n'importe quoi, mais voilà, je soulevais des La poids, je faisais des mallette, abdos dans ma la chambre. fameuse Ouais, ouais, c'est ouais. ça, exact. Avec les trucs à vis, ouais. Voilà. Donc, 20 ans d'entraînement plus ou moins Plus ou structuré, moins. on va dire. Ouais. Et du coup, et bah, c'est parfait pour faire la relation mm, avec la première partie. C'est du coup, on va parler des intérêts à se muscler, à augmenter sa masse musculaire, augmenter sa force, répondre globalement à pourquoi se muscler. Et qu'est-ce que toi tu donnerais comme conseil en fait à toi 20 ans plus tôt? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre d'organiser son entraînement et quel est l'intérêt à faire tout ça? Ah, ça fait pas mal de questions. La première chose, je me donnerai pas de conseils. Euh, je vais expliquer pourquoi ça paraît bizarre, mais en fait, le fait d'avoir fait oui, d'avoir fait n'importe quoi au départ, d'avoir testé plein de choses, c'est ça qui m'a construit. Parce que je pense qu'on apprend vraiment avec les essais-erreurs. Et si tu démarres direct en apprenant dans les bouquins, je pense que ça fonctionne un peu moins bien. C'est le chemin qui fait que tu deviens un bon entraîneur ou un bon athlète. Bon, au moins un bon entraîneur. Parce que l'athlète, si tu gagnes du temps, c'est mieux. Mais pour être entraîneur, c'est bien, voilà, c'est bien d'avoir fait un peu n'importe quoi, sans se blesser ou sans de grosses blessures. Mais donc, je me donnerai pas de conseils. Je pense que c'est très bien comment ça s'est fait. J'aurais pu peut-être devenir meilleur en termes de performance, mais encore une fois, c'est pas forcément, ça fait pas de toi forcément un meilleur entraîneur. Donc voilà, je trouve que du coup, ces essais-erreurs m'ont fait que j'ai eu une vision assez large de l'entraînement, de ce qui marchait, fonctionnait pas. Donc je changerai pas. Donc ça, c'est pour la première, un petit bout de la réponse. Ensuite, l'intérêt de se muscler. Comme j'ai pas préparé l'entretien parce que je voulais répondre, Yes, je parfait voulais ça. répondre voilà, de manière assez naturelle. La première chose qui me vient, c'est la santé. Euh, En fait, si tu veux, j'ai l'exemple avec, avec mes grands-parents, avec la grand-mère de ma femme. Euh, Qu'est-ce qui les limite à 85 ans? Qu'est-ce qui devient problématique pour eux? C'est de se lever. Euh, et pourquoi c'est problématique pour eux de se lever? Parce qu'ils n'ont plus la force de se soutenir et que cet effort-là, il devient trop complexe. Euh, et donc, si on était plus fort à 85 ans, on n'aurait pas de problème de mobilité, on n'aurait pas de problème. Quand je dis mobilité, c'est de pouvoir se déplacer. On n'aurait pas de perte d'autonomie. Euh, on aurait d'autres problèmes qui sont pas, enfin, qui peuvent plus ou moins être réduits par l'entraînement. Mais la première chose, ça serait ça. Et du coup, je pense qu'on aurait une plus belle vie. Et Euh, oui. et que si on encourageait nos seniors à faire du renforcement musculaire, je dis pas qu'ils ressemblent à des champions de culturisme, hein, c'est pas ça, mais à faire du vrai renforcement musculaire, on aurait une population senior qui serait plus autonome. Et je pense que c'est une vraie problématique actuelle en plus dans notre société et qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc le point numéro un de l'entraînement, ça serait la santé, avant la Et oui, oui, performance. c'est vrai que du coup la question de s'augmenter son potentiel physique, son potentiel musculaire, c'est aussi une façon de limiter la décroissance que l'âge nous propose, hein. On a une décroissance physique, mentale, émotionnelle, mais le fait la de décrépitude. s'exercer, ouais, voilà. Le fait de Mm. s'exercer, c'est peut-être aussi augmenter sa réserve musculaire et limiter un petit peu la descente. Ah, c'est exactement ça. Je suis pas spécialiste de l'anti-vieillissement et moi je travaille qu'avec des sportifs de haut niveau, donc j'ai un regard un petit peu biaisé, mais je regarde ce qui se fait autour. Et j'imagine que quelqu'un je dis n'importe quoi, qui est capable voilà, de développer un squat à 100 kilos, bah avec l'âge, il va perdre, c'est 90, 80, 70, mais ça sera toujours suffisant pour se relever. Euh, Quand je vois le nombre de gens qui se baladent avec la montre avec le point rouge là pour appeler les secours parce que s'ils tombent, ils peuvent pas se relever. Là, je me dis que, alors encore une fois, je suis pas spécialiste, je dis pas que ça soignerait tout le monde et qu'on maintiendrait l'autonomie chez tout le monde, mais je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire et que si on était plus fort en amont et qu'on continue à l'entretenir, on n'aurait pas ces problématiques-là. On réduirait ces problématiques-là. Et oui, au Et, final, vas-y, Pierre. ouais, et donc ça c'est
cet aspect sur les seniors. Et un jeune qui fait du sport co, parce que c'est ça ton domaine d'expertise, que ce soit du hand, du rugby ou foot, et qui dit la muscu, moi non, moi ça sert à rien, tu vois. Moi je veux pas me muscler, moi je veux juste performer dans mon sport. À quoi ça sert quoi que j'aille soit à la salle, soit chez moi faire des exos. Non, moi par contre je veux faire des entraînements en plus, je veux travailler la technique sur le terrain. C'est peut-être des trucs que t'as eu, des questions auxquelles tu as eu l'occasion de répondre. Comment tu répondrais à ce jeune? Alors, je lui dirais que déjà, sur la première partie, il a raison. Parce que ce qui fait un meilleur footballeur, c'est sa capacité à jouer au foot. Ce qui fait un meilleur joueur de rugby, c'est sa capacité à jouer au rugby. S'il suffisait d'être un bon athlète, j'aurais peut-être pu avoir une carrière en tant que rugbyman, ce qui est absolument pas possible étant donné mon niveau technique. Donc ça se résume pas à ça. Et c'est vrai que c'est aussi un biais qu'on a, on va en reparler, mais des fois on résume un athlète à ses performances physiques, sauf que dans un sport pro, c'est loin, enfin, il faut bien plus que ça. Euh, L'autre chose que je lui dirais, c'est que la force, c'est la qualité qui sous-tend toutes les autres qualités. L'exemple tout bête, qui est un peu réducteur, mais qui est quand même vrai, c'est qu'est-ce qui s'est passé de vos 10 ans à vos 16 ans en termes physiologiques pour que vous couriez plus vite à 16 ans. J'ai une bêtise, tu fais un sprint avec toi à 10 ans et avec le toi à 16 ans, il y a quand même de très fortes chances que le toi à 16 ans, il mette une pâtée au toi qui a 10 ans. Alors tu vas me dire, c'est parce que j'ai grandi, mes jambes sont plus longues, mais la chose qui s'est faite, c'est que tu as gagné de la masse musculaire et que tu es plus fort. Et vu que tu es plus fort, tu cours plus vite. Ça, c'est pour la vitesse. Mais si tu devais lutter avec le toi qui a 10 ans, juste lui arracher un ballon, si on prend le cas du rugby, euh, pareil, il y a de fortes chances que le toi de 16 ans mette une pâtée au toi d'il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? Alors oui, tu as pris du poids, donc c'est un peu plus facile en termes de lutte, mais si tu devais faire juste un bras de fer où on pourrait isoler, tu lui mettrais une pâtée aussi. Pourquoi? Juste parce que tu as gagné de la masse musculaire grâce à ta puberté et que tu es devenu plus fort. Et des exemples comme ça, on peut Alors, encore une fois, c'est assez réducteur, mais ça dénote une vraie logique, et puis comment on va dire, qui est soutenu par la science, hein. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'études qui montrent que juste d'être plus fort, tu cours plus vite, tu cours plus longtemps, tu te blesses moins, tu es plus explosif. Il y a même des études qui montrent que tu transfères mieux dans les skills de tes activités. Donc tu as tout à gagner si tu es un athlète à devenir plus fort. La vraie question, c'est quand est-ce que tu es devenu assez fort? Et quand est-ce que pour devenir encore plus fort, ça te prend trop de temps et ça va empiéter sur ta pratique? Ça, c'est la vraie problématique. Et quand est-ce qu'il faut passer sur un autre type d'entraînement pour continuer à être performant et rester spécifique à ton activité? Mais le jeune, je lui dirais, voilà, je lui démontrerai ça. Et s'il a 12 ans, voilà, je ferai un bras de fer avec lui. Alors, sauf si c'est. Mais et je lui dis, ah bah voilà, la seule différence, c'est que je suis juste plus fort. Et du coup, ça va me permettre de gagner. Si tu joues au foot, même contre moi qui ne suis absolument pas joueur de foot, mais je pense que même si je joue contre des gamins du centre de formation de Marseille en U12, je vais pas être ridicule. Pourquoi? Parce qu'en termes de vitesse, parce que s'il y a des contacts aux épaules, s'il y a tout ça, je vais pouvoir m'exprimer juste par mes qualités athlétiques. Alors que je suis nul, je suis incapable de viser un but. Pareil au basket, tu vois, si je joue contre même sans parler de taille, je vais être dominant physiquement. Et donc, je serai forcément un meilleur joueur. Une fois qu'ils m'ont rattrapé au niveau athlétique, bon, il y aura plus de, ça sera impossible il y a plus de discussion. Mais c'est juste pour expliquer, pour illustrer pourquoi, voilà, cette nécessité de t'entraîner, de devenir plus fort, fera de toi forcément un meilleur athlète. Ça, c'est sûr. Technique, physique, c'est Ouais, ça tes deux variables. ouais. Je pense que technique, c'est maîtrise de ton sport, quoi. Ouais. Technique spécifique, oui. Ouais, là où ça va être différent, c'est les habilités c'est les sports, les pratiques qui vont être plus fermées, type l'athlétisme, où bon, les deux, ils sont vraiment très, très, très connectés. Et d'ailleurs, il faudrait jamais les déconnecter, mais
Là, c'est vraiment interconnecté. Mais dans les autres activités, ouais, il y a vraiment les deux. Il faut faire évoluer les deux et on est bon quand on est bon dans les deux. Même si tu as toujours, bien sûr, des exceptions. Tu as toujours un mec qui sort parce qu'il est athlétiquement, on dit freaks en anglais, quoi. C'est un monstre, il a un super pouvoir et ça existe, bien sûr. Comme tu as toujours un mec qui s'en sort parce que techniquement, c'est un dieu. Mais si on se cible, si on regarde et si on raisonne sur les 1%, on fait erreur, je pense. Je pense qu'on fait une erreur. Il faut regarder ce qui fonctionne pour l'ensemble des gens, parce que sinon on peut parler de rien. Parce qu'on aura toujours et ça vaut sur tous les sujets, on aura toujours des contre-exemples. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai une révélation avec la force, parce que j'ai eu la chance de faire un DU en prépa physique. Et donc, moi, j'étais kiné dans le sport. Et bon, la force, pour nous, bah, c'est intégré, tu vois, mais pas au point où on l'explique à la faculté, enfin, dans tous les cas, dans le sport, tu vois. Et c'est vrai que j'expérimente ça. Et donc, à la fois, le côté physique, comme tu dis, être plus fort, plus de masse musculaire, du coup, ça te donne un potentiel physique, mais j'ai découvert aussi le fait de m'entraîner et la variante, le paramètre mental, tu vois, de s'entraîner et de sortir et de se sentir fort, quoi, se sentir pas invincible, hein, je vais pas exagérer, mais vraiment avoir cette sensation de, tu vois, il y a peut-être aussi quelque chose sur la volonté, sur l'état d'esprit aussi qui est lié au travail de force. Ouais, carrément. Quand tu me dis ça, tu vois, ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu, bon, c'est 12 règles pour une vie, je crois, de Jordan Peterson. Et ça commence avec l'histoire des homards. Et il t'explique en Hmm. fait que le homard le plus gros, il se tient le plus droit. Et c'est lui qui a toutes les femelles et tatati et tata. Alors, on n'est pas des homards, bien sûr qu'on a évolué, on est sorti de ça. Mais quand même, intrinsèquement, euh, ben, on reste. Je peux dire un gros mot ou pas? Ouais, ouais, tu peux. Euh, on reste, on a un patrimoine génétique on reste des putains de chasseurs-cueilleurs, quoi. Donc, euh, on a été créé comme ça. Alors, on n'est pas que ça. Il faut pas se résumer qu'à ça. Mais, mais l'être humain plus fort, il attire les gens parce qu'il a théoriquement plus de capacité à survivre, et ce qui est notre but au départ aussi. Et on a créé même après psychologiquement des choses qui font qu'on en devient plus attirant. Euh, mais à la base, c'est juste parce que c'était lié à une capacité de survie. Et donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, si on va moins loin dans la réflexion, mais ouais, bien sûr, tu es capable de faire preuve de discipline. Et c'est ce que je t'expliquais, ce que je vous expliquais quand moi j'ai commencé à m'entraîner, très mal. Mais j'ai vu que le fait de faire des efforts et avoir de la discipline, ça payait. Et ça a été une révélation. C'est-à-dire que je pouvais avoir de l'impact sur les choses juste en travaillant. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est très pertinent, qui des fois manque un peu. Et ça nous permet de reprendre du contrôle sur nos vies. S'entraîner, ça permet de reprendre du contrôle sur ta vie. C'est une des manières, il y en a un milliard d'autres. C'est le principe de la douche froide, quoi. Tu sais, c'est de te dire, bah voilà, je suis capable d'aller prendre ma douche froide, au-delà des aspects santé, mais je suis capable de m'imposer quelque chose de difficile, d'être discipliné avec moi-même, et ça, j'en sors plus grand, j'ai une meilleure estime de moi. Si j'ai une meilleure estime de moi, ça se dégage, ça se voit, j'ai sûrement une meilleure posture, ça c'est Jordan Peterson, et du coup, j'attire des choses qui sont meilleures pour moi, quoi. Et ouais, ouais, non, mais c'est vrai que finalement, en fait, on a beau inventer plein de médicaments, plein de molécules, plein de comportements, finalement, rien ne remplace l'efficacité de l'exercice. En fait, l'exercice va être transversal sur le plan, bah, comme tu dis, de la confiance de soi, le plan émotionnel, le plan physique. C'est vraiment un outil, peut-être l'outil le plus efficace qu'on connaisse, en fait. Ça se transfère bien en fait hein, à différents aspects de la vie. Tu le vois surtout si tu prends des symptômes. Alors, je suis pas spécialiste de ça, mais au travers des lectures, tu vois, quand on te parle de dépression, boum, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire? L'exercice. On te parle de mal de dos, boum, quel est le remède prioritaire avant tout le reste? Qu'est-ce qu'on te dit de faire? L'exercice. Tu es en surpoids, qu'est-ce qu'on te dit de faire? De l'exercice. Tu as tel type de maladie métabolique. Quelle est la première chose qu'on te dit de faire avant de changer ce que tu dois manger? C'est l'exercice. Tout le temps, ça revient tout le temps. On est créé, on est un être de mouvement, on est créé pour bouger. Et plus tu peux améliorer tes capacités de mouvement jusqu'à un certain point, il n'y a pas besoin d'être champion du monde de quoi que ce soit pour être, pour être en forme. Euh, et plus tu seras en bonne santé, et plus tu tireras les autres avec toi, ça c'est une certitude. Après, il y a un truc j'ai pas parlé, mais
Là, c'est très personnel, mais il y a aussi l'image de soi esthétique et physique euh, qui peut être, comment dire, c'est un idéal très des années 80-90. Peut-être que c'est vieux de dire ça, mais moi j'ai grandi avec tous les super-héros, avec les films d'action. J'avais envie de ressembler à ces gars-là, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Enfin, il n'est pas question. J'ai pas, c'est pas la place du débat, mais moi j'avais cette envie de ressembler à ces mecs-là. Et j'avais envie d'avoir un physique qui ressemblait aux mecs des films d'action et aux super-héros que je regardais quand j'étais petit. Et ouais, Il y a et c'est forcément un toujours le esthétisme, cas. hein. Ce sera jamais C'est, perdu, hein. oui, oui. Les Grecs Et anciens, les c'est un, statues, c'est un intérêt où l'intérêt esthétique, il est totalement valable en fait, hein. On a le droit d'aller à la musculation pour être plus beau dans le miroir, se sentir plus à l'aise avec son corps. C'est un intérêt qui est totalement valable et d'autant plus dans la société dans laquelle on vit actuellement, parce que tu parles dans le passé, mais ça l'est encore, voire c'est peut-être encore plus exacerbé sur l'aspect physique. Tu vois, là, je vois beaucoup, moi, je vais du coup un peu en salle pour expérimenter un petit peu tout ça, mais je vois beaucoup de jeunes. Je sais pas si moi, à 15 ans, j'aurais eu cette démarche d'aller à la musculation, par exemple, tu vois. Ouais, je pense que c'est important. Enfin, c'est important. Après, il faut pas se sentir mal si on ne l'est pas. Tout le problème, c'est ça. Oui, C'est oui, de pas créer de complexe à l'inverse. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est sûr. Tout le monde ne sera pas avec un modèle. On peut pas tous atteindre le même niveau, comme en sport, mais on peut tous devenir meilleurs. Ça, c'est une vraie et ouais, réalité. Et encore une fois, l'entraînement, il te permet d'être demain une meilleure version de toi-même que ce que tu étais la veille. Et ça, c'est super. super. Peu Bah, importe le type d'entraînement. c'est l'idée de 1000%, tu vois. Nous, on est parti du constat où on était à 100%, et donc on veut apprendre plein de sujets, dont l'entraînement. Et l'objectif 1000% sera peut-être difficile à atteindre, mais l'idée, c'est de progresser sur différents sujets. Et pour résumer, du coup, à chaque fois, à chaque petite partie, on fait un petit résumé. C'est que du coup, l'intérêt de faire la musculation, ça sera sur un plan esthétique, hein, mais il y a aussi l'aspect santé, l'aspect des préventions de maladies, l'aspect émotionnel, l'aspect mental, l'aspect hormonal. Finalement, tout ça, l'entraînement vient augmenter toutes nos capacités transversalement, quoi. optimiser le métabolisme également. Ouais, exactement. Puis voilà, tu as aussi l'aspect performance, comme on a parlé. Aujourd'hui, si tous les athlètes passent par la salle de musculation, c'est qu'il y a une raison. On se trompe pas tous. 100% des gens se trompent pas. Enfin, 100% des entraîneurs se trompent pas. Donc, c'est qu'il y a bien une raison. Après, on y passe plus ou moins de temps en fonction des disciplines, bien sûr. Mais il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt. Et, euh, et voilà. Après, que ça soit la salle ou pour moi, il faut plus parler de culture physique plutôt peut-être que de musculation, parce que la musculation, pour moi, ça réduit à un outil, euh, alors que la culture physique, c'est quelque chose de très large. Et tu peux t'entraîner sans aller à la salle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et d'avoir accès à des milliards de méthodes qui viennent toujours à la même chose, hein. On revient toujours au principe de surcharge et tout ça. Mais tu as des milliards de méthodes. Tu peux t'entraîner dans ton jardin, tu peux t'entraîner dans ta maison, tu peux t'entraîner faire du street workout, tu peux lever des kettlebells, des sacs de sable, tu peux faire un milliard de choses. Ça revient au même principe, c'est juste d'appliquer des stress et de progresser. Mais voilà, je pense il faut pas le limiter vraiment à la salle de musculation en elle-même. Parce que Appliquer des on peut stress, s'y est-ce que prendre tu clairement. pourrais vulgariser pour les auditeurs? Peut-être que des fois, c'est un peu flou. Qu'est-ce que tu entends par stress? Eh bien, notre corps, pardon, je perds le corps, il fonctionne, c'est une machine d'adaptation. Euh, on est aujourd'hui la résultante des adaptations de nos ancêtres et on s'est adapté pour survivre en fait et pour perpétuer notre espèce. Et on a une capacité, l'être humain, il a une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale et l'entraînement, c'est juste une exploitation de cette capacité d'adaptation. C'est le principe un peu de l'hormèse, c'est-à-dire qu'on applique un stress, le corps subit un stress, il y a quelque chose, oh,
t'as soulevé un poids là, ça me fait mal, ça crée des petites, on va dire, des petites blessures dans mon muscle. Et ben ça, j'aime pas bien parce que ça perturbe ce qu'on appelle l'homéostasie, ça perturbe l'état de base de mon corps où ça fonctionne bien. Et le corps, il déteste ça, il déteste être perturbé. C'est une machine qui veut rester à l'équilibre. Et en fait, il l'est jamais, parce qu'il est tout le temps en train de réguler pour revenir à cet équilibre. Et l'entraînement, ça fait ça. On impose un stress. Genre, oh, j'aime pas bien là. T'as fait quelque chose qui est pas normal pour moi. Bon, bah, je vais créer quelque chose. Je vais mettre en place une stratégie pour que la prochaine fois que tu me réimposes ce stress, ça soit facile et ça me perturbe pas. Et l'entraînement, c'est juste ça. C'est-à-dire, j'ai jamais levé de poids ou j'ai jamais couru. Je vais aller courir 10 minutes. Waouh, tu t'es soufflé, tu as créé une augmentation de la fréquence cardiaque qui est un peu plus élevée que d'habitude. Bon, ben moi, je vais mettre en place des mécanismes. Moi, le corps, comme c'était une entité, mais il va mettre en place des mécanismes pour que la prochaine fois, ça ne l'agresse pas et pour qu'il puisse survivre. Parce que lui, il l'envisage que d'une seule manière, c'est-à-dire, si tu me fais ça, tu impactes ta capacité à survivre, tu impactes ta capacité peut-être à perdurer l'espèce. Donc moi, je veux pas que ça arrive. Donc je compense. Et c'est le principe de surcompensation aussi. C'est tout ça, c'est la même chose. Et donc voilà comment ça fonctionne de manière toute simple. On crée un stress, on s'adapte au stress. On crée un stress un peu plus important, on s'adapte au stress plus important. Et petit à petit, alors c'est jamais comme ça. Ça fait plutôt des courbes sinusoïdales. Mais dans l'idée, on surimpose et on progresse. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a du coup différents types de stress qu'on pourrait individualiser comment dire, stress musculaire, stress nerveux. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ça? Oui, alors en termes de stress musculaire, c'est plus ma came, donc je vais pouvoir en parler un petit peu plus précisément. En termes de stress nerveux, bon, j'ai une idée, mais c'est un peu moins mon domaine. En gros, en termes de stress musculaire, on en identifie trois grands. C'est les dommages. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand un muscle est lésé, ou un muscle, ou on va dire un muscle, mais c'est tout le système musculo-tendineux, hein, parce que c'est pas, ça peut toucher les fascias, ça peut toucher les structures d'aponévrose, ça peut toucher les tendons. Bon bref, on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails-là, mais il y a les dommages, donc c'est quand c'est lésé, quand on va dire qu'il y a un trou qui apparaît. Il y a la tension. La tension, c'est quand c'est étiré et que ça subit, voilà, mon muscle il est allongé contre une charge, ou qu'il soit rapide ou lente, hein, mais il subit une tension. Ça, c'est un deuxième type de stress. Et après, il y a le stress qu'on va appeler métabolique. Le stress métabolique, en fait, c'est juste de dire, oula, j'ai répété beaucoup de fois un même mouvement. Pour faire des contractions musculaires, j'ai des réactions chimiques. Ces réactions chimiques, elles créent ce qu'on appelle des métabolites, c'est pas le bon mot, mais ça va pour vulgariser, des déchets, non? Quand je fais une réaction chimique pour faire de la contraction musculaire, je vais créer c'est pas vraiment des déchets parce que Ils sont est capable de les réutilisés, mais on va dire ça, on va dire qu'on crée des déchets et ces déchets ils s'accumulent et ils vont perturber l'équilibre, encore une fois, l'homéostasie de ta cellule ou de l'environnement dans lequel ils sont. Et ça, c'est le dernier type de stress. Donc on a les dommages, clairement, ça a étiré, ça a pété des structures. Tu vois, si ça c'était une fibre musculaire qui s'étire, cette partie-là, elle a cassé sous l'effort. Donc là, j'ai un dommage, premier type de stress. Deuxième type de stress, tension, c'est-à-dire que j'ai des récepteurs qui enregistrent l'activité et qui disent au corps, oula, j'ai pris une tension anormale. Et le dernier, ça s'est fait tellement de fois que ça a créé autour, les réactions chimiques ont créé, comment on va dire, un stress chimique. Voilà, un stress chimique. Et ça aussi, j'aime pas bien parce que ça perturbe le pH, ça perturbe plein de choses. Et ça, j'aime pas bien. Et donc, je vais créer du matériel pour que ça arrive plus. Voilà les trois types de stress en termes musculaires qui peuvent arriver, sur le corps. Et pour l'illustrer, du coup, c'est quoi? C'est les courbatures dans le cas type 1 ou pas? Alors, là, je vais pas m'aventurer là-dessus parce que je suis pas assez spécialiste parce qu'il y a eu des avancées assez importantes. Oui, ce qu'on appelle les DOMS, les courbatures, ça viendrait quand même plus de dommages musculaires que du stress métabolique.
De micro-lésions mais dues à la charge appliquée. C'est pas voilà. aussi simple que Mais ça. Ouais. c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et là, pour le coup, voilà, moi, mon job, c'est de comprendre ça, c'est d'être capable de l'expliquer à mes athlètes parce que ça doit rentrer dedans. Mais je m'y remets, tu vois, je lis, j'essaie de me tenir informé, mais des fois, après, on est dans de dans de la biochimie, quoi, et de la physiologie très, très poussée. Et des fois, bah, j'ai pas le temps, et puis je maîtrise pas tout pour Oui, et puis après, pour te dire pour t'affirmer une vérité. Voilà, sur après, ça. c'est ce qu'on veut Donc, de ton intervention, hein. C'est vraiment du pratique, hein. Après, les études, les réactions chimiques, bon, il faut qu'on ait une conscience de tout ça, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on fait en pratique. Et pour faire le lien avec, du coup, on peut passer à la deuxième partie. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais la deuxième partie, c'était comment se muscler. Donc déjà, tu nous as dit en fait les trois façons de créer une adaptation. Ça va être de mettre de la charge qui va faire des micro-lésions, le corps il va pouvoir s'adapter. Ou on va venir augmenter la tension, le corps va s'adapter. Ou Par sinon, on fait l'amplitude. des efforts répétés. On fait des efforts répétés et puis le corps a un stress chimique lié au sang, aux nutriments, tout à la vie interne en fait. Et comment tu pourrais vulgariser en fait la force? Parce que du coup, la force dans le grand public, c'est la force. Voilà. Mais finalement, dans le monde de la préparation physique, la force est bien plus complexe que ça. Donc, il y a plusieurs parties dans la force. Comment tu t'expliquerais du coup au gamin que tu étais à 14-15 ans, comment tu expliquerais la force? alors, ouais, de manière simple, en fait, je dirais qu'il n'y a qu'une seule force. La force, c'est la force, c'est la capacité d'exercer un travail. Euh, la seule différence, en fait, ça va être la résistance sur laquelle on va faire ce travail. C'est-à-dire que si je vais, pour classifier la force, elle va vraiment être dépendante de la résistance que j'ai en face. Je prends un exemple. Je dois pousser une voiture qui pèse 3 tonnes parce qu'elle démarre plus. Bon, et ben ça sera on va être proche de ce qu'on va appeler de la force max. Je vais avoir du temps pour développer beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Je vais pouvoir appuyer très fort dans le sol et sur la voiture et ça va être très lent. À l'opposé, euh, la voiture elle a démarré, j'ai les clés et je vais les envoyer au conducteur. La résistance elle est super faible et je vais faire un geste de lancer qui va aller très vite où je ne vais pas appliquer beaucoup de force puisque l'objet est super léger, mais je vais y mettre beaucoup de vitesse. Et en fait, la force, on appelle ça la courbe force-vitesse, elle part d'un extrême à l'autre. Elle va de l'extrême de je pousse un objet le plus lourd possible, quasiment sans mouvement, sans vitesse, à l'expression de vitesse maximale, qui peut être un lancer, qui peut être le sprint. On peut même, on s'en fiche, mais on peut même aller au-delà de la vitesse maximale que nous, on pourrait créer en la surchargeant, en En étant tracté. s'aidant, voire en étant tracté, en rajoutant un élastique qui va nous aller plus vite. Donc voilà, la force, c'est la même chose, elle est juste dépendante de la résistance contre laquelle on la produit. Et en fait, chaque type de résistance crée des adaptations qui vont être différentes. Et pour faire simple, elles vont être spécifiques au type de résistance. Si je veux devenir très costaud, être capable de pousser des choses très lourdes, forcément doucement. Euh, si je reprends l'exemple de la voiture, mais si je prends l'exemple de mon but du jeu, c'est d'être le plus fort possible sur un développé couché. Bon, bah entraîne-toi à déplacer des choses lourdes, douces. Forcément, ça va aller doucement. Si l'inverse, ton but du jeu, t'es lanceur de baseball et tu dois lancer des trucs super vite, bon, bah alors, pas tout à fait vrai, mais entraîne-toi à lancer des trucs vite avec peu de résistance. La seule exception, enfin, en fait, pas la seule exception, mais ça c'est vrai, mais Quand un dans objectif un deuxième, de dans, spécificité. ouais, et dans un second temps. Parce qu'au départ, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que juste de s'entraîner à être plus fort te faisait être bon sur toute cette courbe. Donc en gros, t'entraîner à pousser la voiture au début, lourd, t'améliores sur tous les types de résistance que tu vas rencontrer. C'est-à-dire que si tu t'entraînes à pousser la voiture au départ, tu seras meilleur sur le lancer de clé derrière. Je sais pas si l'image elle Ouais, est ouais. correcte. Et arrivé à un certain point, euh, là, il va falloir passer sur ce qu'on appelle de l'entraînement spécifique. Mais donc, pour te muscler au début, en fait, ça va aussi dépendre du contexte. Mais moi, je travaille souvent dans un objectif. C'est très rare que je travaille dans un objectif d'esthétisme, ou du moins que ça. Ou de santé. Donc,
Je vais dire que la santé, elle va rejoindre ce que moi je vais te dire. Elle va rejoindre la performance. Parce que, euh, j'aime pas ce mot-là, mais ça va être une force qui est envisagée en matière de fonction et pas en matière d'esthétisme. Ça veut pas dire que si tu fais de l'entraînement pour être esthétique, tu vas pas être fonctionnel. C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais c'est pas le but. Moi, le but, c'est que ça soit fonctionnel. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pour un objectif de bouger, ouais, de performance et tout ça. Dans ces cas-là, juste chercher à devenir plus fort et tu progresseras surtout. Je donne toujours l'exemple. Euh, Si vous connaissez quelqu'un qui fait, je sais pas, 130, 140 kilos au développé couché, c'est rare qu'il soit comme ça. Ok. Ce qui veut bien dire que si tu augmentes ta force, généralement, tu vas être obligé d'augmenter ta masse musculaire. Puis de toute manière, tu vas mettre en place des stratégies qui vont augmenter ta masse musculaire. À l'inverse, si ton but c'est d'être le plus costaud possible, il n'est pas fort. Oui, tu vas être obligé de développer ta force et oui, vu que tu vas augmenter ta masse musculaire, tu vas l'améliorer, mais c'est pas autant lié, on va dire. Et du coup, sur tout ce spectre de force-vitesse, hein, quand tu le dis force max, je suis à vitesse très lente et à vitesse maximale, cette fois, je mets une force amoindrie, voire minimale. Qu'est-ce que tu proposerais en fait? Comment tu te renforcerais? Est-ce que tu aurais une priorité sur des qualités de force maximale ou au contraire de vitesse? Comment tu priorises un peu tout ça? En fait, ce qui va être compliqué ce qui va être compliqué dans la réponse à cette question, c'est que c'est trop dépendant du contexte. C'est vraiment parce que ça va dépendre déjà de ce que tu veux faire, mais surtout d'où tu pars. Quelqu'un de lambda, on va dire, qui n'a l'adolescent, on parle à l'adolescent de tout à l'heure, qui n'a jamais rien fait. Lui, s'il fait 10 pompes, c'est le bout du monde, il est épuisé, il est fatigué, il va avoir des courbatures. C'est pas la même chose que le gars qui est gymnaste et qui fait des ATR toute la journée, et lui qui fait des pompes, même s'il en a jamais fait, le fait qu'il ait pratiqué des ATR tout le temps, bon bah ça crée pas de stress en fait. Et l'idée c'est de savoir où est notre niveau de départ pour choisir le stress approprié. Et ça c'est différent en fonction de chacun. Ça, c'est vraiment, c'est compliqué de donner une réponse uniforme parce que ça va être différent en fonction du niveau d'où tu pars. Ok, Je sais pas si c'est assez si ouais, c'est on part clair. pas tous du même point et on n'a pas tous les mêmes objectifs. Mais On n'a pas tous les mêmes objectifs et surtout, en fait, il faut imposer un stress qui soit en corrélation. Euh, je prends un exemple, je vais faire un exemple simple. Admettons qu'on teste deux personnes sur un développé couché. Ils n'en ont jamais fait. Il y en a un qui vaut 70, il y en a un qui vaut 40. Si je fais travailler celui de 70 avec les charges de celui pour 40, il va pas se passer grand-chose. Si je fais travailler celui de 40 avec les charges de 70, ça va pas bien se passer. Et donc, il y a une vraie réflexion avant de mettre en place un protocole, c'est d'essayer de déterminer, ça c'est assez important, de quel niveau on part. c'est parfait, Romain. C'est vraiment une base. Comment on fait pour s'évaluer du coup? On a chacun notre point de départ. Est-ce que tu as des clés à nous donner sur comment on évalue notre point de départ? Comment on s'évalue, ouais. Je vais vous faire une réponse de préparateur physique, je vais vous dire, ça dépend. Mais ça peut être simple. On va prendre. C'est pas facile pour moi de répondre à cette question, mais je vais essayer d'amener un truc. Quelqu'un de lambda, quelqu'un dans la vie de tous les jours, déjà il faut savoir il veut s'entraîner, mais il veut s'entraîner quoi? Bon, on va déterminer des patterns un peu de base. Je dirais, bah écoute, ok, essaye de faire une pompe. Je vais regarder, est-ce qu'il arrive à faire une pompe? Ou combien il arrive à faire de pompes? Ça serait pour le mouvement de poussée, tu vois. Je pourrais tester, voir. Il y a peu de chances s'il s'entraîne jamais qu'il fasse une traction, mais on peut essayer, dire, ok, essayer de faire une traction, voir ce que ça donne. On pourrait évaluer sa force du bas du corps en lui faisant faire ou des fentes ou en faisant un nombre de squats, regarder combien il est capable de faire de squats. Voilà, ça nous donnerait un point de départ. À partir de ce point de départ-là, admettons qu'il arrive à faire 5 pompes. Moi, je lui dirais, bah, écoute, tous les 2 jours, tu vas me faire 3 fois 2 pompes, par exemple. Plus 2 fois 10 pompes, plus facile sur les genoux. Ce serait un exemple, je dis ça comme ça. Voilà, je pars de son niveau de départ, je l'évalue et je mets en place quelque chose pour qu'il puisse progresser, s'améliorer. Et puis ce stress que je vais lui appliquer,
Je veux dire le 3x2 sur les jambes, enfin sur les pieds et 2x10 sur les genoux. Ce que j'aimerais, c'est que tu le fasses pendant 2 semaines. Puis au bout de 2 semaines, on va faire 3x3 sur les pieds. On va garder les 2x10 sur les genoux. Puis au bout de 4 semaines, on va faire 3x4. Et vous avez compris le principe. Et je vais augmenter comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit s'entraîner. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est difficile de donner c'est vraiment difficile de donner un niveau de base parce que on le connaît pas. On le connaît pas et ça va dépendre des personnes. Du coup, ce serait de se tester sur des mouvements. Quand tu dis pattern, hein, pour expliquer, c'est des mouvements, et de se tester un petit peu, voir combien de répétitions on fait sur des pompes, combien on peut soulever, pas au maximum, mais apprécier Ouais. à une charge sur le développé couché. Par exemple, au départ, ça serait intéressant de plutôt faire ça plutôt que d'aller chercher une charge maximale si on n'est pas expérimenté. En fait, on va dire que on a plusieurs mouvements, on va appeler patterns de base. Et ces patterns de base, en fait, si on les remet tous ensemble, ils vont composer l'ensemble des mouvements qu'on va pouvoir faire. J'ai une bêtise, enfin pas une bêtise, mais je vais avoir la poussée avant, la poussée horizontale, je vais avoir la poussée verticale, je vais avoir le tirage horizontal, tirage vertical, je vais avoir la flexion de genou, typiquement mouvement de squat quasiment. Je vais avoir la flexion-extension de hanche. Je ne vais pas me mettre debout, mais voilà, fléchir mon bassin, tendre mon bassin. Et après, j'aurai d'autres. On va garder cela de simple. On va Ces garder ces 6 mouvements-là, patterns principaux, du coup. voilà, ces 6 patterns principaux, ils composent. Les mouvements qu'on va avoir dans n'importe quel sport sont des résultantes de ces mouvements principaux. Donc, si je les améliore, il y a de fortes chances que j'améliore mes mouvements sportifs ou que j'améliore mes mouvements dans la vie de tous les jours. Si tu tombes par terre sur le ventre et que tu te relèves, c'est un mouvement de poussée horizontale. Puis après, tu vas passer sur tes pieds et tu vas faire, c'est très très imagé, mais un mouvement d'extension de genou, puis d'extension de hanche. Donc, si tu as renforcé ces patterns, tu as renforcé le geste global. Il y a de fortes chances que ça fonctionne. Là où moi, mon métier, il est différent, c'est que dans les sports, ils ne sont pas tous représentés, pas tous autant de la même manière. Et donc, mon job, c'est de cibler ces patterns, de voir sous quelle manière ils sont représentés, sur quel pourcentage, et de les renforcer, de les améliorer pour qu'ils se transfèrent de la meilleure manière possible dans le sport. Mais pour quelqu'un de lambda, on pourrait partir là-dessus. Oui, parce que toi, ton métier, hein, pour expliquer aux gens, t'es pas juste coach de salle, hein, tu es préparateur physique. Donc toi, ton objectif, c'est d'augmenter les capacités générales de l'athlète dans un objectif de spécificité de gestes du sport. Dans ton cas, toi, ça va être le rugby. Donc du coup, tu définis certains objectifs à aller chercher à travers la musculation et la préparation physique. Ouais, mon motif, c'est de faire de la performance, clairement. On occulte un petit peu d'ailleurs le côté santé, et ça, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de faire un meilleur joueur de rugby. Il n'est pas question, mais il n'y a pas de. Mon but, c'est pas de faire un individu équilibré physiquement. C'est pas. Non, si demain je devais entraîner un sprinter, j'en aurais rien à faire qu'il soit capable de courir 10 km. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire, mais j'en aurais rien à faire. Le but du jeu, c'est qu'il soit le plus rapide possible sur 100 mètres. Donc on occulte complètement cette idée d'harmonie, cette idée d'holistique, même si elle est quand même présente, mais pour que ça soit clair, voilà. C'est le même métier qu'un coach. On fait le même métier, sauf que nous, le but, c'est vraiment beaucoup plus spécifique. Il y a une recherche de spécificité qui est derrière. C'est ça la différence. Et que souvent, nos athlètes, ils ont que ça à faire. Et du coup, les patterns que tu recherches chez un joueur de rugby, ce seraient lesquels? Les patterns que tu vas justement venir évaluer tu vois, par exemple, si on reprend les 6, j'évalue pas de poussée verticale. Parce que ça veut dire que ça n'existe quasiment pas ou c'est pas un facteur limitant dans mon activité. Moi, je considère que c'est pas un facteur limitant dans mon activité. Donc, je l'évalue pas. Pas Donc directement. le tirage vertical, enfin tout Ouais. le plan vertical, finalement, tu le prends pas, quoi. C'est pas tout à fait vrai, mais oui, on va dire ça. Je l'évalue pas Ok. directement. Je vais pas l'évaluer directement. Après, mon job, c'est de trouver ce qu'on appelle les facteurs de performance. Qu'est-ce que je vais amener en termes physiques qui va se transférer sur un terrain qui va faire un meilleur joueur de rugby.
En gros, si je le rends plus fort des jambes, si je fais un joueur qui squatte plus lourd, forte chance que j'en fasse un meilleur joueur de rugby. Même si les transferts dans une activité aussi complexe que la nôtre sont pas toujours très simples à évaluer. Et du coup, là, pour revenir sur le public général, hein, la personne lambda qui se met... est-ce qu'on pourrait reprendre du coup les 6 patterns et est-ce que tu pourrais proposer du coup un test sur chaque pattern? Ouais, bien sûr. Alors, moi, par exemple, sur quelqu'un de lambda, je- encore une fois, est-ce qu'il a accès à une salle de musculation? Est-ce qu'il n'a pas accès à une salle de musculation? Quel est l'intérêt derrière? Bon, ça va changer, mais on pourrait dire que pour la poussée horizontale, les pompes, c'est un très très bon exercice. C'est un très très bon exercice qu'on peut évaluer. On peut l'évaluer en termes de volume, donc savoir combien tu es capable de faire de pompes. On peut l'évaluer en termes de charge, c'est-à-dire avec quel poids tu peux faire une pompe en résistance. En termes de tirage horizontal, donc l'action de ramener quelque chose vers soi, c'est assez compliqué à mettre en place sans matériel. Ça serait complexe. Donc, pour évaluer un tirage sur quelqu'un de lambda, je pense que la traction est plus pertinente. Juste en termes, parce que en termes d'outils, c'est plus facile à mettre en place. Juste ça. Après, est-ce qu'il y a un intérêt d'évaluer les fléchisseurs et extenseurs de hanches sans matériel? C'est pas simple. Souvent, les médecins, voilà, ils préconisent d'utiliser. On évalue plutôt avec les squats. C'est savoir combien tu es capable de faire de squat. Alors, si tu as quelqu'un qui est quand même un petit peu actif, ça peut chiffrer très vite. Donc là, il y a un intérêt de mettre de la résistance, mais on pourrait aussi évaluer la puissance musculaire du membre inférieur sur du saut en longueur, par exemple. Ça fonctionnerait super bien. Le triple saut? Voilà. Oh, même sans aller sur le trip, mais juste sur un seul saut, c'est-à-dire sur un bondissement vers l'avant, quelle distance tu peux parcourir. Ça pourrait être pertinent. Après, il pourrait y avoir 1 million de tests à utiliser. L'idée, c'est juste qu'ils soient reproductibles et qu'ils mesurent à peu près ce qu'on veut, ce qu'on pense évaluer, quoi. Ouais. Ce serait plutôt Ok. ça la règle. Bon, Max on de peut rêve en partir du 2 minutes, postulat quoi. que cette personne, elle a envie de s'entraîner et du coup, elle a une salle de musculation à disposition. Qu'est-ce que tu dirais sur la planification? Du coup, quelles seraient les fréquences minimales à avoir par semaine pour créer des adaptations du coup d'entraînement? Quels seraient les conseils que tu donnerais pour organiser sa semaine, son mois, voire plus? Ça dépend. Euh, non, mais en fait, je lui dirais déjà de commencer. Très honnêtement, il faut commencer. Même si tu vas qu'une fois dans la semaine, ok, c'est peut-être pas au niveau physiologique et de progrès, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Très bien. Mais tu as amorcé quelque chose. Tu as amorcé la discipline d'aller t'entraîner au moins une fois. Ça, c'est déjà super important. Ensuite, pour quelqu'un on va dire, qui n'a pas d'objectif sportif, qui a juste besoin de se sentir mieux, je pense que de travailler sous un format qu'on va appeler, c'est de l'anglais, mais full body, c'est-à-dire le corps en entier. C'est-à-dire que presque un entraînement qui pourrait être, quand tu débutes, c'est de prendre tous les patterns, les 6 qu'on a donnés, et les utiliser sous un format presque de circuit, quoi. C'est-à-dire de faire des répétitions de poussée horizontale, des répétitions de tirage vertical, des répétitions de poussée verticale, des répétitions de tirage horizontal, des flexions de genoux, des flexions extension de hanche, et tourner un petit peu comme ça. Et ça pourrait être un bon début. Je pense qu'au départ, c'est toujours pareil, mais si tu démarres à vouloir aller à la salle tous les jours en partant de rien, il y a de grandes chances que dans 3 semaines, tu n'y sois plus. Parce que déjà le lendemain de la première séance, tu vas plus marcher, tu vas avoir mal partout, donc c'est peut-être pas pertinent à ce moment-là de se réentraîner. Mais je pense qu'une fréquence de 2 fois par semaine, euh, 2 fois par semaine. Si je devais faire quelque chose d'idéal, si tu me dis voilà, tu entraînes ta maman maintenant, ma mère qui a presque 60 ans, je dirais bah va à la salle 2 fois, 2 fois un full body, les 6 patterns, tranquille, et fais une fois ou deux du cardio dans la semaine. Et c'est top pour la santé, quoi. C'est top en termes de santé. Après, comment je la ferai progresser de manière simple? Peut-être qu'à un moment, si ça lui va comme ça, on garde comme ça, et je ferai varier un petit peu ses intensités, c'est-à-dire que je ferai au bout de 2-3 semaines, je lui dirais de baisser un petit peu son nombre de répétitions pendant encore 2-3 semaines. Puis après, on repartirait sur le même,
le même nombre de répétitions du départ, mais je lui demanderais d'augmenter légèrement la charge et hop, de revenir 3 semaines après sur un nombre de répétitions plus faible, en essayant encore une fois d'essayer de progresser légèrement sur la charge, ce qui nous ferait déjà 4 à 3, 12 semaines. Puis je referai le même cycle, mais en rajoutant un tour de plus dans les circuits, tu vois. Et l'idée, ça serait comme ça, juste j'apposerais un stress à peu près tout le temps, un petit peu progressif. Je pense que ça fonctionnerait très très bien. Et puis après, si c'est quelqu'un qui prend goût à la salle et qui va aller plus loin en termes d'entraînement de force, d'hypertrophie, bon bah là après il faut stopper ces espèces de circuits et il faut basculer dans des séances à thème, soit une routine poussée-tirée, jambes, tu vois, tu ferais enfin, une séance de poussée-tirée, une séance de jambes, une séance poussée-tirée, une séance de jambes, ou alors carrément des séances à thème, faire une séance de force sur le corps en entier, une séance de puissance sur le corps en entier, une séance d'hypertrophie sur le corps en entier. Là après, il y a des milliards de stratégies qui doivent être mises en place en fonction de la cohérence du projet de la personne. Ok, Mais du coup, l'idée, c'est toujours de progresser. ce que tu donnes comme conseil, en fait, ce serait de d'abord trouver sa discipline, trouver la fréquence d'entraînement qui te convient, et puis augmenter progressivement un coup avec de l'intensité, un coup avec du volume, donc un coup avec un peu plus de charge, un coup avec un peu plus de répétition, un peu plus de séries. Et puis une fois qu'on a développé ce potentiel là, on vient cibler par des séances à thème. Ouais, je pense que c'est une bonne stratégie. Après, il en existe des millions, mais pour donner un cas comme ça global, comment Oui, dire, bien sûr. sans exemple type, tu me dis pas, c'est un joueur de foot, un machin, un truc, ou c'est Mamie Janine, c'est compliqué de partir comme ça. Donc je te dis ce qui me vient en tête à ce moment-là, mais dans tous les cas, d'avoir toujours respecter ce principe de progression. Je pense que pour quelqu'un de lambda, d'aller chercher un peu d'intensité, c'est-à-dire augmenter ses charges, puis revenir sur un volume de départ en réaugmentant un peu les charges, puis après rebasculer sur l'intensité, donc moins de volume, plus de charge, puis après d'augmenter le volume global de la séance, c'est une bonne stratégie. Ça fonctionne. Ça, j'ai- Là, je peux dire oui, ça fonctionne. Si tu le fais correctement, y a aucune raison que tu n'aies pas de résultat. Et là, Pierre, est-ce que t'as une question? Tu veux dire un truc? Ben, moi, du coup, ça m'intéresserait de voir un peu sur la planification là, s'il y a un jeune qui nous écoute qui fait par exemple du rugby, puisque c'est encore une fois, on revient à ton champ d'expertise, et qui fait ses 2 entraînements par semaine et les matchs le week-end, ou plus, hein, ou moins. Mais mettons, je pense que c'est une base raisonnable, assez classique. Comment est-ce qu'il pourrait organiser sa semaine pour ajouter des entraînements? Parce que concrètement, il va à la salle. Euh, Comment bosser? Des pistes, en tout cas. Alors déjà, alors déjà, il faut qu'il se forme en termes de technique. Si j'en ai pas parlé là, mais ça me fait penser. Mhm. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser l'outil musculation, c'est bien de le faire de manière correcte. Quand je dis manière correcte, c'est être en capacité de pas se faire mal. C'est-à-dire que notre corps, vous le savez mieux que moi encore, puisque c'est votre métier, il est fait pour bouger dans des plans, mais il faut respecter certaines règles anatomiques. Donc faut un petit peu au début être encadré, essayer d'être encadré sur ça et d'apprendre ça euh, pour éviter les pépins. J'ai pas d'exemple comme ça, mais euh, voilà, il faut apprendre à se placer correctement, à respecter les particularités anatomiques de notre corps. Ensuite, pour ce jeune-là, donc de se former à apprendre des mouvements. Et après, il faut répartir sa semaine. La problématique du rugby, c'est le match. Et en fait, ce gamin-là, il joue probablement le samedi un match de rugby avec des collisions. Il n'est pas dans un super état normalement le dimanche, il est un peu fatigué. Il va reprendre le lundi. Et peut-être que le lundi, son entraînement, il faut pas que ce soit sa séance la plus intense. Faire une séance un peu plus à viser, on va dire hypertrophie, construire un petit peu sa masse musculaire à ce moment-là. S'il est débutant, je lui conseillerais d'utiliser une approche full body aussi, encore comme tout à l'heure, comme on a dit. Alors peut-être pas sous forme de circuit, hein, là peut-être plus d'enchaîner les exercices les uns après les autres, mais voilà,
faire un petit peu d'hypertrophie sur cette première séance. Puis 2 jours après, on sera le mercredi, se faire une belle séance de force. Alors, pas comme un âne pour pouvoir être en capacité de s'entraîner en rugby le jeudi, ce serait bien. Et puis pour pas être et d'y aller progressivement pour pas être détruit entre guillemets pour son match qui arrive sur le samedi et d'organiser sa progression comme ça et de monter doucement, c'est-à-dire que sur sa séance d'intensité, sur sa séance d'hypertrophie, d'augmenter progressivement et ses charges et son volume de reps et sur sa séquence de force d'essayer de monter les charges plutôt en réduisant les répétitions progressivement. Voilà, c'est une philosophie globale qui demande à être très largement étayée, mais c'est un principe de base qui peut être intéressant. Et du coup, quand tu parles de séance d'hypertrophie, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ça? Quels sont les grands principes selon toi pour l'hypertrophie? Définir peut-être aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont pas au courant du terme hypertrophie aussi. Alors, en gros, on peut avoir plusieurs objectifs quand on s'entraîne, mais je peux dire que mon objectif, c'est de lever les charges les plus lourdes possibles. Donc, mon objectif, c'est de favoriser la croissance musculaire, de construire plus de muscles. Construire plus de muscles, ça s'appelle l'hypertrophie, et l'entraînement de force, c'est quand je vais essayer de lever le plus de charges. C'est absolument pas détaché l'un de l'autre, c'est-à-dire que ça s'imbrique totalement. L'un améliore l'autre, l'autre améliore, ils s'améliorent mutuellement, pardon. Mais il y a des préconisations d'entraînement qui sont plus, qui vont favoriser plus l'un ou plus l'autre. En termes d'entraînement sportif, il n'y a jamais de niveau zéro. C'est-à-dire que, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que je vais faire 20 répétitions que je vais pas gagner de force ou que je vais pas gagner je vais pas gagner de masse musculaire. C'est juste que si je fais 20 répétitions, il y a plus de chances que ça favorise peut-être mon hypertrophie et l'impact sur la force musculaire il sera restreint. Si je fais 3 répétitions avec la plus grosse charge possible, l'impact sur ma force il sera plutôt fort. C'est le cas de le dire, il sera important. L'impact sur l'hypertrophie, sur les gains musculaires, il sera peut-être un peu moins faible, un peu plus faible. Mais il n'y a jamais de zéro, c'est jamais une loi du tout ou rien. Donc, les préconisations actuelles qui sont pour l'hypertrophie, c'est qu'il y a à peu près tout qui fonctionne, mais quand même, ça serait de s'entraîner sur une fourchette de 6 à 12 répétitions. Ces dernières, voilà, j'ai perdu son prénom, mais et si je dis le nom de l'auteur en anglais, ça va être affreux, mais c'est Schoenfeld. Je sais jamais comment on prononce son nom, mais c'est monsieur référence sur l'hypertrophie. Il a écrit des tonnes d'articles et de bouquins là-dessus. Donc ouais, s'entraîner sur une fourchette de 6 à 12 répétitions avec un temps d'exécution relativement lent en termes de descente de barre, donc en phase excentrique, c'est-à-dire que si je fais un développé couché, c'est contrôler ma descente sur 2-3 secondes et c'est de pousser fort sur la montée. En termes de volume, pareil, ça dépend de là où on part, mais sur des débutants, il s'avérerait que 5 séries, ça fonctionne relativement bien. Donc ça, voilà, les préconisations, mais encore une fois, voilà, c'est global. C'est difficile pour moi de dire ça parce que c'est adapté à tout le monde et en même Oui, temps bien à sûr. personne, quoi. Après, on te sort de ta spécificité, hein. C'est vrai que là, c'est difficile de vulgariser pour un public où t'as. Mais l'idée, c'est quels seraient les paramètres pour augmenter notre masse musculaire, le volume musculaire. J'avais entendu parler de temps sous tension, d'amplitude articulaire. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les paramètres à cibler pour augmenter sa masse musculaire? Alors, ce que je disais, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, en termes d'études, ce qui fonctionnerait le mieux, ce serait des répétitions, voilà, dans une fourchette 6-12 à peu près. Les charges qui correspondent, c'est-à-dire que quand on dit les charges qui correspondent, c'est si je fais 3 x 6, il ne faut pas que je sois capable de faire 3 x 15 avec la charge que j'utilise. Donc d'être proche de la limite de répétition. Avec je disais des tempos plutôt contrôlés sur l'excentrique et assez rapides sur le concentrique. Il faut ces charges-là permettent d'avoir un stress au niveau de la tension musculaire. Et après, il faut cumuler suffisamment de travail pour essayer d'aller chercher la congestion, pour essayer d'avoir un stress un peu métabolique sur les groupes musculaires dont on veut augmenter la taille. En termes de récupération,
il y a pas de consensus, mais voilà, on serait entre 90 secondes à 2 minutes. Si tu as beaucoup de temps, tu peux monter. Les effets anaboliques augmentent avec le temps de récupération, mais tu perds l'effet sur le stress métabolique. Donc c'est à arbitrer. En gros, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par des exercices relativement lourds, donc dans la zone basse réservée à l'hypertrophie, donc 6-8 reps, et avec des temps de repos relativement plus longs, donc vers la tranche haute des temps de repos, pour favoriser le stress sur la tension et sur les dommages musculaires. Et puis au fur et à mesure de la séance, on va vers le stress métabolique, donc accumuler de la congestion, accumuler du travail avec des temps de repos plus faibles et des charges plus faibles, donc avec un nombre de répétitions plus important. Grossièrement, c'est ça qui fonctionne. Dans l'idée, il faudrait répéter ça. On a trouvé que si on le faisait 2 fois dans la semaine sur chaque groupe musculaire, ça fonctionnait mieux. Que 3 fois dans l'étude qui a été faite, ça fonctionnait moins bien. Donc voilà, on serait pas loin dans le 2 fois optimal. Après, toujours pareil, ça dépend de ton emploi du temps. En termes de, je réponds juste à ta question sur en termes de position, d'allongement et tout. Oui, ça semblerait, ce qu'on appelle le travail long range, donc en amplitude complète, semblerait favoriser l'hypertrophie. C'est pas vrai pour tous les groupes musculaires. Ça fait pas consensus encore totalement en termes scientifiques. En termes pratiques, pour moi, ça fonctionne bien. Mais encore une fois, ça a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que le long range, l'entraînement en position muscle étirée, crée beaucoup de dommages. Et donc, t'incapacite pendant une certaine durée, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de réutiliser ton muscle pendant un petit bout de temps, et du coup, tu ne peux pas te réentraîner dessus. Donc voilà, c'est toujours à appliquer. Moi, ce que je fais, c'est que je les fais en fin de semaine, s'il n'y a pas de match, comme ça, tu as le week-end et tu reviens après. Mais oui, ça fonctionne, mais voilà, pas surtout et pas. Il faut toujours le on a toujours le défaut de ses qualités, pardon. Pour résumer un petit peu ce que tu dis, c'est que du coup, ta séance, tu vas du coup la programmer avec, quand on arrive sous fraîcheur au début de la séance, de venir se charger, avoir des exercices un peu plus difficiles avec des temps de repos un peu plus longs. Et puis plus tu vas avancer dans ta séance, plus tu vas fatiguer, plus tu vas te diriger vers des répétitions, vers du volume et un peu moins de temps de repos du coup. Ouais, exactement. Après, c'est une construction de base. Il y a des gens qui utilisent d'autres méthodes, mais on va dire qu'en généralité, c'est ce qui fonctionne. Ouais, c'est comme ça qu'on doit marcher, qu'on doit fonctionner. Tu comprends bien que si tu as commencé par faire de la congestion, si tu as accumulé 100 répétitions sur tes biceps, si tu dois faire des tractions lourdes derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc ça va moins bien marcher et tu n'auras pas les gains, tu n'imposeras pas le stress que tu recherches. Il faut toujours réfléchir en termes de stress. Et si tu le réfléchis en termes de stress, ça devient vachement plus simple en fait. C'est pas besoin de rentrer dans des considération très complexe. L'idée, si je veux progresser, je veux gagner de la masse musculaire, il faut que je dise à mon corps, il faut que je montre à mon corps qu'il n'est pas équipé pour réagir à ce type de stress. Et donc, il faut que je les augmente progressivement. Si tu fais ça en restant à peu près dans les fourchettes définies par la science que je viens de te donner, et que tu manges correctement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, que tu prennes pas de masse musculaire. Dernier petit point là-dessus, pour moi, dans 80% des cas, je pense qu'il est plus intéressant de cibler, d'avoir un objectif entre guillemets de performance qui va amener à l'hypertrophie que l'inverse. Je m'explique. Pour le premier argument, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est rare que tu vois un mec qui fait 150 au coucher et qui est, j'ai dit expression, c'est pas joli, mais qui est monté comme un phasme, quoi. C'est rare. Et la deuxième chose, c'est que tu as un but, donc ça t'amène à de la discipline, tu as un but qui est plus palpable et tu vois ta progression. Donc c'est plus simple de garder ta régularité. Et aussi, ça fluctue moins. C'est-à-dire que ma performance, vu que je peux la mesurer, c'est le principe des objectifs SMART, quoi. C'est euh, qui peut être mesuré. Et ça, c'est vraiment important. Que ton hypertrophie, selon ta lumière, selon ce que tu as mangé, selon comment tu as dormi, on dit la shape, quoi, mais ton état de forme, il est variable d'une journée sur l'autre et c'est pas stable dans le temps.
Si tu t'entraînes pas pendant une semaine, tu vas perdre du tonus musculaire, tu vas baisser ton inflammation au niveau musculaire, tu auras l'air moins gros, sauf que tu n'as pas perdu de masse musculaire. Et du coup, tu peux dire, oh, mon entraînement, je me suis pas entraîné pendant une semaine, ça peut déclencher des réactions qui sont pas super top. Alors que si tu es focus sur la performance, je pense que tu t'évites bien des désagréments et que déjà d'une, c'est plus fun. Et ça se transfère mieux dans la vie de tous les jours et pour un sportif. Ce qui ne veut pas dire que le culturisme est une mauvaise discipline, c'est pas ça, mais je pense que c'est tellement dur et tellement exigeant que ça ne doit pas être adapté à tout le monde. Ok, et du coup, donc tu vois, tu privilégies d'avoir un objectif et d'avancer vers cet objectif et l'hypertrophie, le gain de masse musculaire se fera au fur et à mesure, quoi. Il va s'amener avec, ouais, exactement. Je trouve que je ne suis pas pro CrossFit, mais je trouve que la méthodologie, elle a amené ça de bien. C'est que les gens, ils se sont focalisés sur leur performance et l'hypertrophie, c'est la résultante de leur gain en performance. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que le mot sain est pas bon, c'est pas ça, mais j'en ai pas d'autre qui me vient dans mon vocabulaire là. Donc, je pense que c'est plus facile pour rester discipliné et pour pas avoir de variation d'humeur et d'estime de soi et tout ce qui va être lié avec un changement sur l'image. Et je voyais que tu parlais d'être sur Insta là, tu regardais, et tu disais être proche d'offset. Donc, est-ce que c'est d'être proche de l'échec, c'est ça? Non, les offsets, c'est quand tu t'entraînes en déséquilibre. Ah, ok. Euh, ouais, c'est Mais une on méthode peut où ouvrir la troisième partie. On a le droit de. Maintenant, c'est bon, on peut ouvrir le sujet. le offset, c'est une méthode où tu t'entraînes avec pas la même charge, une charge différente de chaque côté. Si je Ah ouais, reprends ok. l'exemple encore du développé couché, tu as 10 d'un côté, 5 de l'autre. Ok. C'est ça le offset. Du coup, quel C'est serait l'intérêt de travailler que d'un seul côté ou un peu déséquilibré? Est-ce que tu pourrais ouvrir un petit peu sur la place du gainage, la place de tout ça aussi dans ton approche? ouais, ça a plusieurs intérêts. Déjà, ça augmenterait les. Il y a eu un seul, à ma connaissance, il y a une seule étude qui a été faite dessus, mais qui a démontré des gains de force assez significatifs par rapport à un entraînement traditionnel, qui est sûrement juste lié à la variation, hein, plus que c'est un stress nouveau. Encore une fois, on y revient. Mais c'est assez intéressant parce que oui, ça active d'autres muscles. Tu vas travailler plus de stabilisateurs. Tu vas stabilisateur sur les muscles, sur l'articulation ciblée, mais sur le corps entier. Corps CORP-S. Donc c'est quelque chose qui peut être relativement intéressant quand tu veux voilà, chercher à monter ton niveau de performance sur un mouvement. Si on reprend l'exemple du gamin de tout à l'heure ou de ma maman qui va à la salle de gym, euh, on écarte, hein, ça c'est Ouais, ouais, bien sûr. ça doit venir bien plus tard, bien plus tard. Mais ouais, c'est des petites stratégies qui peuvent être intéressantes. Moi, là, le travail du gainage, j'appelle ça le corps. C'est un concept un peu plus global, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais c'est très lié, pas que, mais c'est très lié au concept, à la performance. Quoique le concept d'être capable comment on va dire, d'être indéformable dans ta vie de tous les jours est aussi intéressant. C'est-à-dire que si, quand tu portes un sac de course que d'un côté, tu peux te maintenir à une position droite et stable et pas basculer sur le côté de ton sac ou à l'inverse, compenser totalement ton sac et du coup mettre des contraintes qui n'ont pas lieu d'être sur ta colonne vertébrale, ça peut être intéressant et ça peut être pertinent pour Du coup, monsieur, madame, on tout va le monde. retravailler notre posture, chacun de notre côté là. Et ouais, tu disais un truc super intéressant. Tu disais que finalement faire le corps, donc le corps pour expliquer, c'est CORE, c'est un mot anglais pour dire en gros gainage. C'est que toi, tu disais que c'était pas que des abdos, mais tu disais que c'était finalement tous les muscles stabilisateurs des deux ceintures. Donc on va dire qu'on a nos bras qui sont sur la ceinture scapulaire et on a nos jambes qui sont accrochées à la ceinture pelvienne. Comment tu vois un peu tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu penses tout ça? En fait, ouais, le concept de corps, il est pratique parce qu'il englobe, il est mouvant en fait. L'idée, c'est que dans la vie de tous les jours, notre corps, il est designé pour bouger d'une certaine manière. On en a parlé tout à l'heure. Euh,
il est designé pour bouger d'une certaine manière en fonction des contraintes aussi. C'est-à-dire que, pour essayer d'être simple, si je dois aller ramasser un stylo par terre, que je fléchisse mon dos complètement, il n'y a aucun problème et c'est normal et on est créé pour ça. Notre colonne vertébrale, je pense qu'elle est créée pour s'arrondir si je dois aller chercher quelque chose qui pèse pas lourd au sol. Si à l'inverse, tu dois ramasser un rocher, tu as l'impression qu'il est très lourd, si tu n'as jamais été formé, il y a peu de chances que tu y ailles en fléchissant ta colonne vertébrale. Il y a une forte chance que tu viennes te positionner par dessous avec un dos relativement droit et pour essayer de le lever de cette manière-là. Et ça veut juste dire qu'en fait, on pense que notre colonne n'est pas faite, je sais que c'est un débat en ce moment, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi, pas faite pour subir des contraintes externes très très importantes dans des situations, dans des positions qui vont être différentes de son alignement de base. En gros, elle n'est pas faite pour être compressée ou subir des forces de rotation ou de cisaillement quand elle n'est pas alignée. Le postulat, ce serait à peu près ça. Pas faite ou que ça, c'est pas top à reproduire beaucoup de fois. Voilà. Donc, le principe du corps, c'est tous les muscles qui vont permettre de stabiliser cette position colonne alignée et qui vont l'empêcher de se déformer. Donc si je suis debout, colonne alignée, dos placé, et qu'on vient me pousser sur le côté, il y a deux solutions. Soit je me fais plier, et là, du coup, ma colonne prend une contrainte où on pense que c'est pas forcément idéal. Soit quand on appuie, je bouge pas. Et pour pas que je bouge, c'est qu'il y a des muscles qu'on fait ce qu'on appelle un anti-mouvement, c'est qu'ils ont stabilisé ma colonne. Et en fait, ils ont stabilisé ma ceinture scapulaire par rapport à ma ceinture pelvienne, à mon bassin, mes épaules par rapport à mon bassin par l'intermédiaire de mon rachis, de mon rachis. Et le corps, ça englobe tous les muscles qui vont participer à ça. Et des fois, en fait, on va parler des muscles qui vont stabiliser les omoplates, qui vont stabiliser le haut du corps. Et des fois, on va parler des muscles qui vont stabiliser le bassin. Donc, le plus simple, c'est juste de réfléchir en termes de complexe, de concept global. C'est pour ça que moi, j'emploie ce mot. Et il s'avère que ça, c'est pratique dans la vie de tous les jours, mais surtout en sport, c'est hyper important et c'est un des facteurs de performance. Pourquoi ? Parce qu'en sport, pour pouvoir produire du mouvement, il faut que j'ai de la stabilité. Si je veux jeter un objet devant moi et que cette partie-là, elle vient pas se rigidifier, elle vient pas créer un point stable, et que quand je fais ça, je pars en arrière, je peux pas produire de force pour revenir devant. Il faut que si je veux jeter un objet, je crée un point fixe au niveau de mon tronc. Il faut que je fixe ma ceinture scapulaire avec mon rachis sur ma ceinture pelvienne pour pouvoir avoir un mouvement de puissance devant. Et c'est pareil quand je cours, et c'est pareil si je veux faire une passe à haute vitesse. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'anti-mouvement. C'est un facteur de performance en sport parce que ça me permet de développer de la puissance, de développer du mouvement. On s'en rend pas compte tous les jours, mais là, quand je vous parle que je bouge mes mains, mon buste, il est stable. Et sinon, je tomberais en avant, je viendrais me plier. Donc ça, il y a trois aspects. Il y a le premier, c'est assurer sa sécurité. Donc c'est respecter les positions que j'ai expliquées tout à l'heure. Le deuxième, c'est permettre de développer des forces à haute vitesse en créant de la stabilité. Et le troisième, c'est de transférer. C'est-à-dire que si je dois percuter quelqu'un vers l'avant, je pousse dans le sol fort avec mes jambes, je projette mon corps vers l'avant, l'avant de mon buste vers l'avant. Si toute la partie centrale, elle est comme du caoutchouc, les forces, elles vont se disperser partout, elles vont pas aller vers l'avant. Si elle est rigide, je vais transférer 100% de ma poussée au sol vers l'avant, et donc je serai plus efficace. Donc le concept de corps, c'est ça, c'est sécurité, capacité à produire la puissance et transfert de force. Et ça s'entraîne. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'entraîne mes athlètes assez régulièrement dessus. C'est un des piliers de ma performance. Et du coup, tes 5 exos... C'est clair. Ouais, très clair. Et tes 5 exos fétiches pour pouvoir travailler le corps, par exemple en salle de sport, avec du matos, ce serait lesquels pour pouvoir le transférer par exemple au rugby ou au sport collectif avec contact. Ouais. Alors, pour moi, il y a 3 axes. On va faire comme sur le reste du corps, on va déterminer des patterns. Donc, il y a 3 axes d'anti-mouvement. Il y a anti-flexion antéro-postérieure, donc c'est résister aux pressions
de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. Il y a l'anti-rotation, si je tiens quelque chose devant moi, et je vais empêcher qu'on me tourne, donc on pivote mes épaules par rapport à mon bassin. Et il y a celle du sac de course, là, l'anti-flexion latérale, où je tiens mon sac de course que d'un bras, et je compense pas d'un côté ou je bascule pas d'un côté. Et donc, j'ai plusieurs mouvements de base sur chaque, mais on va dire sur l'anti-flexion antéro-postérieure, pour moi, l'ab wheel, tout ce que vous voyez là, les gars, avec les roulettes là qui s'allongent sur le sol, c'est un des mouvements les plus intéressants, parce que c'est celui qui permet d'avoir le meilleur ressenti, celui qui permet d'avoir le plus de progression possible. Le problème avec ce mouvement, c'est qu'il n'est pas fait debout, ou que rarement, mais et que du coup, il se fait pas, qu'on va dire, en appui sur le sol, et donc il y a une petite perte de transfert, mais le stress qu'on peut y appliquer, il est tellement important qu'il permet de surcharger ce système et que du coup il permet de transférer derrière. Donc ab wheel, sur l'anti-rotation, j'en donnerai deux. Le plus simple à faire, c'est tout ce qui va être pal of press, et toutes les variations. Donc imaginez que j'ai un élastique qui vient du côté là, et je le tiens. Et moi, je vais tendre mes bras. Et en fait, l'élastique, il va me tracter sur le côté, mais moi, je vais essayer de rester stable. Et donc, je vais pousser, et lui, il va me tirer sur le côté, et moi, je ne dois pas tourner. C'est ce premier. Il peut y avoir des milliards de variations possibles. Et le deuxième, ça serait rotation à la barre, landmine, mais c'est de mettre une barre dans un angle. Vous tendez vos bras, et vous pivotez avec la barre. Et en fait, la barre, vous la tenez que d'un coin, hein, et la barre, elle va vous tracter vers le bas. Et moi, voilà, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je la laisse partir. Je dois l'accompagner et garder mes épaules alignées avec mes hanches et tourner. Et alors, si on le fait doucement, c'est assez simple. Si je mets de la charge, ça devient compliqué. Et si j'explose, alors là, si je fais le mouvement le plus vite possible, là, ça devient vraiment complexe en termes d'anti-rotation. Sur celui-là, il n'y a pas de rotation scapulaire, pour les joueurs de rugby. Ouais. Sur celui-là, il n'y a pas de... Non, je suis toujours, en fait, tu vois. Ouais. En rotation de hanche, alors. J'ai jamais de mouvement. Et du coup, là, on peut rentrer aussi Exactement. On peut aussi rentrer dans l'anti-rotation, qui serait en fait l'état de base du corps. Et puis après, en fait, les rotations auraient peut-être un intérêt. Par exemple, moi, je te donne mon ressenti quand j'ai fait cet exercice. J'ai trouvé très facile le fait de tourner mes épaules et mes hanches en même temps. Donc il y avait, comme tu dis, mon corps ne se déformait pas, je restais en anti-rotation. Mais par contre, là où vraiment j'ai senti un intérêt sur mon corps, tu vois, c'est quand je fixais mes hanches et que du coup j'avais un point fixe ceinture pelvienne et que du coup je venais mettre de la rotation du tronc. Est-ce que toi tu l'utilises ça aussi? Est-ce que ce serait une régression, progression un petit peu ou... Alors, je l'utilise pas. Parce que du coup, sinon, je vais mettre une rotation, je vais tourner mes épaules par rapport à mon bassin. Et c'est l'inverse de ce que je vais chercher. En fait, ce concept d'anti-mouvement, il est partiellement vrai. Ce que je dis toujours, c'est quand tu veux apprendre à écrire, tu es obligé de réduire les degrés de liberté. Faire ce qu'on appelle réduire les degrés de liberté. Mon gamin, quand il a appris à écrire, il commence à écrire, il écrit comme ça. Il réduit les degrés de liberté, c'est-à-dire qu'il a fixé toutes ses articulations pour faire le geste. Et puis au fur et à mesure, il a délié pour finir, comme nous, à écrire avec toutes ses articulations qui bougent en même temps. Il a créé le schéma moteur. Tu peux pas... Au départ, l'idée, c'est d'apprendre à mes athlètes à fixer, à vraiment renforcer ces anti-mouvements. Et au fur et à mesure qu'ils vont prendre de l'expérience là-dedans, je vais laisser avoir du mouvement. C'est-à-dire qu'au départ, c'est des robots. Et puis au fur et à mesure, on va laisser avoir un peu de rotation parce que c'est la manière naturelle de bouger. Mais au départ, et quand tu l'expliques, le concept, il faut être assez fermé, parce que sinon, de toute manière, tu vas à l'inverse de ce que tu es en train d'expliquer. Sur la rotation, en plus, c'est le cas le plus compliqué parce que au niveau thoracique, ça serait pas trop néfaste. Au niveau lombaire, c'est quand même pas top. Donc si tu arrives à bloquer ta zone lombaire et pivoter au niveau thoracique, c'est plutôt bon. Et si d'ailleurs tu regardes quelqu'un qui fait un geste à haute vitesse type une passe, c'est ce qu'il fait, il bloque sa zone lombaire et il travaille avec la zone thoracique. Mais tu peux pas l'amener directement comme ça parce que c'est trop complexe en termes de schéma moteur. Et ce qui est important dans l'anti-rotation, c'est qu'elle a lieu en même temps que des rotations internes de hanches et rotations externes de hanches. En fait, l'anti-rotation, pour générer de la puissance sur une rotation, c'est ta hanche qui travaille
Et pour que ta hanche elle puisse travailler, que tu puisses avoir de l'appui au sol, pivoter avec mon pied, comme un swing sur un golf ou un jab, il faut que ma hanche elle pivote, mais il faut que ma zone basse, il faut que avant ça, mon épaule elle soit fixe au départ. C'est-à-dire qu'au départ, il faut que ma ceinture pelvienne escape, enfin ma ceinture pelvienne escape, elle soit fixée pour que ma hanche puisse pivoter, faire le déclencheur et là être ultra explosif. Et à la fin, bien sûr, je vais avoir de la rotation, je vais avoir du mouvement pour finir mon geste. Mais si tu la prends comme ça dès le début, c'est pas possible, c'est le bazar. Mais ça, c'est compliqué à expliquer en vidéo, mais il y Ouais, a ouais, ouais, vraiment un intérêt c'est avec super la intéressant en tout rotation. cas. C'est vraiment le rôle primordial, le starter sur la rotation, c'est d'avoir de l'anti-rotation. Et le starter, c'est la jambe avec le travail du pied et le gros orteil qui vient pousser, fouetter au sol. Ça, c'est hyper important. Et le dernier, sur l'anti-flexion latérale, soit juste marcher avec un poids déséquilibré, c'est-à-dire je vais marcher avec un haltère dans la main droite et rien dans la main gauche, ça fonctionne très bien. Ou alors sur un GHD, sur un banc à lombaire, là, venir amener une charge. Donc moi, je vais me placer sur le côté, à l'horizontale, et je vais amener une charge au-dessus de ma tête, ce qui fait que ça va me créer des contraintes. Et moi, je vais essayer de rester indéformable, et ça marche bien. Et ouais, Voilà pour les petits exercices de base. c'est vraiment passionnant. Enfin, on pourrait débattre peut-être après l'interview sur comment on change de point fixe et de point mobile. Est-ce que toi, tu utilises ça parfois, le concept de chaîne ouverte, chaîne fermée, le fait qu'un bras soit capable de bouger, d'être le point mobile, mais d'être aussi le point fixe et que ça soit ton corps qui s'organise autour. Est-ce que tu utilises des fois ça? Ouais, en fait, après, le- en fait, là, quand moi j'explique ce concept du corps, euh, t'es obligé, comme je disais, t'es obligé de le fermer parce que pour pouvoir avoir la construction intellectuelle du truc. Mais dans la réalité, alors je le ferme au début, c'est très fermé, comme j'ai expliqué, mais je pense que le corps CORPS, nous, on a cette capacité d'auto-organisation qui est formidable. Et si tu prends des gamins, ils ont pas de représentation mentale des mouvements et ils font des bons gestes. L'exemple du stylo et du caillou, si tu regardes un gamin, il va faire ça. S'il n'a pas de représentation mentale. Si tu prends quelqu'un qui est passé en salle de sport, il va tout de suite aller te faire une position de soulevé de terre pour aller chercher un truc, même qui. Enfin, non, il fait pas ça, mais si tu lui demandes c'est quoi la bonne position pour aller ramasser sa chaussure au sol, et il va te faire une flexion, il va aller se mettre en position de soulevé de terre pour sortir une chaussure. Non, c'est pas la bonne position. La bonne position, c'est dos rond, vu que la contrainte, elle est faible. Et on est capable, on oublie qu'on a les schémas moteurs qui sont adaptés. Je prends souvent l'exemple du développé couché avec les haltères. Tu demandes à un mec qui fait de la salle, qui fait un peu de salle, de montrer un développé couché avec les haltères, il va te montrer un truc avec les coudes à 90, ce qui n'est pas forcément optimal pour l'épaule. Mais si tu demandes à quelqu'un de prendre une charge et de la ramener contre lui, il va te ramener les coudes à l'intérieur. Et il va respecter la course de son épaule et il le fera naturellement. C'est pas parce que toi tu l'auras enseigné. Et moi, la problématique que je retrouve, c'est que moi je suis obligé de réenseigner des choses qui devraient être naturelles en fait, parce qu'on a déformé nos mouvements, parce qu'on a on aime trop avoir des mouvements à 90, on a trop un problème avec la rectitude. Et tu vois, je suis obligé des gars voilà, ils se disent, ah là, je fais bien parce que je suis bien aligné, j'ai bien 90. Non, mec, t'es pas bien. Ça, ton épaule, elle est pas fixe. Là, ton épaule est fixe. Tu vois que si tu lui donnais un coup de poing, tout le monde donne un coup de poing en partant du bas pour visser, pour aller vers le haut, et personne donne un coup de poing en armant son coude vers le haut. Voilà, c'est des choses. Ça, Et donc, voilà, c'est un ça truc répond que à ta tu dis question. sur ton Instagram, c'est que du coup, sur le tirage, tu dis que le mouvement naturel intègre une rotation du bras. Je suppose que aussi dans la poussée, du coup, il y a une rotation dans ton esprit. Est-ce que tu pourrais ouvrir un petit peu ce sujet? Bah, c'est simple, on est fort dans la rotation. On est fort dans la rotation, on n'est pas fort dans le mouvement linéaire. Prends l'exemple d'un coup de poing. Si tu dois donner un coup de poing à quelqu'un qui part de derrière, tu vois, les mecs font du karaté, bon, c'est peut-être pas les mecs les plus efficients dans le combat, mais j'en sais rien. Ils partent de derrière et ils vissent. Toi, si tu te disputes avec quelqu'un, tu es en sortie de boîte de nuit, on a mal parlé à ta copine, tu lui attrapes le col, tu le tires pas comme ça, hein, si t'as pas de force. Comment tu vas le tirer? Tu vas visser et tu vas ramener vers toi. Parce que c'est cette position-là, anatomiquement, c'est cet enchaînement de rotation qui crée de la force. Et c'est comme ça qu'on est fort. Et si tu demandes à quelqu'un d'attraper une corde et de la tirer vers lui, il va visser. Et le problème de la barre, c'est que tu peux pas la visser.
bon, c'est un autre problème, mais c'est, il faudrait essayer de respecter, c'est ce qu'on appelle les torques, de respecter ces mouvements, comment c'est, ouais, ces rotations dans les mouvements, tu vois, c'est vraiment important. Je fais un développé couché, je casse ma barre et je vais la replacer. Et c'est comme ça, puisqu'on active la bonne séquence des muscles, euh, comment dire? Ouais, on active nos muscles dans la bonne séquence et dans le bon plan pour que les longueurs soient optimales pour assurer de la stabilité. C'est ça l'intérêt, c'est ça le principe. Et, Et on s'est coupé de ça dans plein de mouvements. et du coup, alors, si on revient sur le plan de musculation qu'on a détaillé juste avant, où on vient augmenter notre potentiel général, est-ce que dans la séance, comment tu intègres ce gainage? Est-ce que tu vois un transfert, par exemple, le fait de pousser, développer coucher, développer ce pattern de poussée, et en même temps, derrière, pousser enfin, intégrer cette rotation dont tu parles? Pour quelqu'un de débutant, je pense qu'il y a des choses à faire que tu peux faire en amont juste pour créer, en fait, pour être capable d'avoir le schéma moteur de placer ton corps dans les bonnes positions. Donc, ce qu'on appelle un rachis en position neutre. Peut-être démarrer ta séance par des petits drills, style des burl dog ou des choses comme ça, pour apprendre, pour toi te rappeler. Je pense qu'on le sait, mais pour être capable de, voilà, intellectuellement, de dire, OK, là, je suis placé correctement, mon rachis position neutre, là, je suis capable de leur mettre mon bassin en antéversion, en rétroversion. Donc ça, tu pourrais intégrer des petits drills en début de séance. Mais après, si tu n'as jamais fait de salle et que tu viens démarrer, juste le fait de pratiquer des mouvements, tu vas faire du squat, tu vas renforcer, par exemple, tu vas renforcer ton antiflexion antéro-postérieure. Donc, tu n'as pas besoin il faut mettre des priorités, quoi. Tu n'as pas un temps indéfini à la salle et surtout pas une réserve d'énergie infinie. Donc, il faut mettre des priorités et ça doit venir après quand ça pose problème, en fait. Et pour un Ok. intermédiaire? Est-ce que... Voilà, parfait. Et pour un intermédiaire, quand ça va. En fait, pour un intermédiaire qui n'a pas d'objectif sportif, si ça commence à poser problème dans des mouvements, oui, ça peut être intégré. Je dis une bêtise, si tu commences à avoir de la déformation, peu importe, sur un squat, si tu as la déformation quand tu portes un objet, que tu vois que tu as le problème de fixation d'une ceinture par rapport à l'autre, intègre. Sinon, non, continue à monter les charges et le fait d'avoir des charges qui vont augmenter vont créer des stress sur cette. Parce que quand tu fais un mouvement, tu as cet anti-mouvement. Enfin, quand tu t'entraînes, tu as ces anti-mouvements qui se font naturellement. Donc, le fait de monter les contraintes va augmenter la force d'anti-mouvement naturellement. Tant que ça ne devient pas un problème, je dirais qu'il n'y a pas forcément de besoin d'en mettre une grosse dose, même si c'est quand même important d'en programmer un petit peu. Si tu as à viser de performance, ça peut être intéressant quand même. Si tu vois, de reproduire, d'aller chercher des problématiques que tu vas avoir sur un terrain ou dans ton sport et d'essayer de les surcharger pour que tu sois meilleur dessus, voilà, ça peut être intéressant. Je te prends un cas typique. Tu fais. Je reprends le rugby, c'est plus simple pour moi, mais au rugby, tu as un problème quand tu as ton ballon, tu tiens ton ballon et tu es dans un regroupement. Si on te secoue comme ça, tu as du mal à fixer ton buste pour regarder ton ballon. Bon, bah là, tu auras peut-être d'intérêt à intégrer des séquences d'anti-rotation pour être capable d'être fort sur ton maintien de ballon. C'est un exemple au hasard. Ça peut être sur une prise en mêlée, ou voilà, il peut y avoir sur plein d'autres sports, mais identifier des facteurs qui t'handicapent sur le terrain ou dans ton sport et les surcharger, trouver un exercice qui les surcharge en salle pour te permettre de progresser derrière, parce que le sport les surchargera pas. C'est ça mon métier, et là oui, ça peut être intéressant. Et du coup, sur le travail du corps, donc le travail du gainage, tu as l'air de faire le lien entre le corps et le cou, le renforcement du cou, le maintien du port de tête. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Ça va avec, en fait, c'est exact, puisque le rachis cervical, c'est la continuité c'est intégré dans le rachis. Donc le cou, la fin de notre colonne vertébrale, elle se termine dans notre cou. Et c'est quelque chose que nous, on travaille beaucoup au rugby, puisqu'on s'est aperçu, en fait, qu'en renforçant les muscles de notre cou, on était, il y avait des chances qu'on fasse moins de commotion, donc moins de KO, ou qu'il soit moins grave. Parce qu'en fait, la capacité de notre cou à freiner des mouvements réduirait la force d'inertie de frappe et donc limiterait un peu les dégâts. Limiterait un peu les dégâts. Donc, on s'est pas mal intéressé à ça. Et en fait, ça s'entraîne de la même manière que le corps CORE. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à renforcer les muscles de son cou dans l'anti-mouvement. C'est-à-dire que quand on va venir m'exercer une pression sur le côté, bah, je dois apprendre comment fixer mon cou
faut pas qu'il bouge. Et le but, c'est d'améliorer tous les stabilisateurs. Alors, comme pour le corps, exactement de la même manière, selon différents axes, latéral, anti-flexion, anti-extension. Et puis, on peut même chercher à développer, comme pour le corps, augmenter la masse musculaire aussi des muscles du cou intrinsèques, puisque si j'ai plus de masse musculaire, ils seront plus forts et donc ils bloqueront les mouvements plus forts. Exactement pareil pour tous les muscles qui composent le corps. On n'en a pas parlé, mais si quand tu fais des mouvements d'anti-mouvement, c'est un peu c'est répétitif comme mot. Si tu essayes de faire de la stabilisation, on va dire, tu fais un pal-off press, et quand tu fais ton pal-off press debout, tu te rends compte que ton moyen fessier, que sur le côté de ta hanche, ça lâche et c'est ça qui pivote. Peut-être que tu as un déficit et du coup, peut-être que tu as intérêt à aller renforcer cette zone-là par des mouvements d'abduction et de renforcer ces abducteurs de hanche pour que derrière ils soient plus forts et qu'ils te permettent d'être meilleurs dans l'anti-mouvement. C'est la même stratégie avec le cou, on vient renforcer les mouvements latéraux, arrière, pour augmenter la taille du cou et que du coup on soit plus fort quand il faut stabiliser. Et quel moyen simple on pourrait mettre en place pour venir travailler justement ces stabilisateurs du cou parce que c'est pas toujours évident, du matos spécifique, il y en a pas vraiment. De travailler avec des résistances élastiques que tu mets au niveau du front, je trouve pas ça hyper confortable. Contre ballon, je sais pas, qu'est-ce que Tu as tu... plus simple que ça, manuel. Tu vois, je fixe une position stable, hop, j'appuie, isométrique manuel, derrière, latéral, devant, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, ça augmente la force isométrique. Donc ça, si tu n'as rien d'autre pour commencer, c'est bien. Puis en plus, tu peux gérer toi-même ta force dessus. Le petit problème, c'est que c'est pas mesurable, mais encore une fois, pour le kidam qui s'entraîne, il s'en fiche un petit peu. Une fois que ça devient, tu es obligé de Oui. vraiment appuyer comme un âne, tu peux basculer sur un support, te placer sur le front sur un banc, d'abord à genoux, puis après à genoux avec les mains, puis après à genoux avec une main, puis sans les mains, puis sur les pieds. La même chose sur l'arrière de la tête, en t'inversant la En position. pompe Tu peux pelvien, ouais. surcharger, tu peux mettre des mouvements, tu peux rajouter des disques. Ouais, ça fonctionne super bien. Donc sur l'isométrie, tu as tout ça. Et après, sur le renforcement classique avec un disque, tu t'allonges sur le dos, tu mets un disque sur la tête, et hop, des flexions de cou, tu t'allonges sur le ventre, disque sur l'arrière de la tête, puis hop, des extensions. Et puis la même chose, tu mets sur le côté, tu mets ton disque et tu pousses. Et ça fonctionne super bien. Il n'y a pas besoin de faire des choses, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel compliqué pour faire ça. Tu as l'air un peu d'un fou à Fitness Park quand tu y vas, mais ça se fait. Ouais, bah, du coup, on se rapproche tout doucement de la fin du podcast et on a encore quelques petites questions avant de finir. Euh, j'ai vu on a essayé de regarder un petit peu comment tu travaillais et c'est vrai que la chaîne postérieure, elle revient souvent dans ton travail. Euh, comment tu pourrais définir ça aux auditeurs, donner l'importance qu'a cette chaîne postérieure? La chaîne postérieure, c'est en gros les érecteurs du rachis, pour faire simple, hein, donc ce qu'on appelle vulgairement les muscles lombaires, les fessiers, les ischio-jambiers et les mollets. Et en fait, souvent c'est quelque chose qu'on ne travaille pas parce qu'on ne le voit pas. Et on s'est rendu compte que c'était prédominant dans les sports. En fait. En gros, tous les sports courus, vous avez besoin d'avoir des grosses fesses, enfin des fesses puissantes et des ischio-jambiers, des érecteurs du rachis et des mollets puissants pour courir vite, pour sauter haut, pour pousser fort. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est quelque chose sur lequel on s'entraîne énormément et c'est aussi souvent les zones de blessure. C'est aussi souvent sur ces zones-là qu'on est blessé. Donc on s'entraîne aussi pour. C'est ce que j'expliquais, tout se relie. C'est-à-dire que moi, j'impose des contraintes de plus en plus grandes sur ces muscles pour qu'ils augmentent leur force et leur résistance, pour que le stress qui arrive en match ou à l'entraînement, il soit plus faible que moi les contraintes que je vais mettre à l'entraînement. Et du coup, dans un modèle théorique, du coup, je pourrais plus être blessé. Ça fonctionne pas exactement comme ça. Mais le principe derrière, sous-jacent, il est là aussi. Donc, pourquoi cet accent sur la chaîne postérieure? Parce que c'est un facteur de performance hyper important dans tous les sports qui nécessitent course-saut. Et aussi parce que c'est une des zones les... Ok. Et
Et du coup, là, on espère avoir donné envie à tout le monde de s'entraîner, qu'on soit débutant ou intermédiaire sportif. Euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller en termes d'alimentation pour soutenir en fait ce développement musculaire? Est-ce que tu as des infos à donner autour de ça? Euh, alors, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas diplômé en nutrition. Euh, Moi, personnellement, j'essaie d'avoir une alimentation la plus brute possible. C'est-à-dire de manger des produits qui existent. On dit souvent à mes enfants, avec ma femme, on mange ce qui pousse dans le potager de mémé et ce qu'on peut chasser et ce qu'on peut chasser et ramasser. Euh, je suis pas à 100%, j'essaie d'avoir un 80%. Donc voilà, j'essaie d'avoir l'alimentation la moins transformée possible parce qu'aujourd'hui c'est avéré que l'alimentation ultra transformée, c'est un facteur de mauvaise santé. Euh, donc voilà, d'essayer d'avoir déjà de base une alimentation la moins transformée possible. Je pense que ça c'est un conseil qui peut s'appliquer à tout le monde et qui est un conseil général qui est positif pour tous. Ensuite, pour les sportifs, bien sûr qu'il y a ce besoin de protéines, parce que c'est comme si je fais une image, mais c'est comme si on voulait construire un mur sans parpaing, quoi, c'est un peu chiant. Donc sans protéines, c'est compliqué. Peut-être qu'on n'en a pas besoin autant que ce qu'on pensait. Peut-être qu'on s'est focalisé sur des ratios grammage par kilo de poids de corps qui sont peut-être un peu élevés et qu'on pourrait bien fonctionner en dessous. Voilà. Sans rentrer dans le débat sur les glucides, je pense que c'est important. Mais encore une fois, il faut bien les sectionner, bien les sectionner. En fait, pour moi, pour faire simple, si tu veux pas t'embêter, si tu prends des choses qui poussent dehors, tu t'auras pas trop de problèmes. Si tu manges pas de glucides, on va dire synthétiques quoi, ou transformés, et des graisses de qualité, et tu as déjà fait la plupart du boulot, quoi. T'as déjà fait Ouais, une c'est vrai grande qu'on a part fait quelques Oui, épisodes sur la nutrition et c'est l'argument qui brut. revient, c'est manger des produits bruts, locaux, de saison, enfin, voilà, dans, c'est vraiment ouais, le conseil. Et dans l'ordre, ouais, c'est ça. Ça serait pas transformé, donc brut, de saison. Si tu peux que ça soit bio, c'est fantastique, mais la priorité ce serait ça. Et du coup, au niveau du grammage du nombre de Et protéines par jour, c'est quoi ton avis là-dessus? mon avis, c'est je pense qu'on nous a un peu survendu le grammage dont on avait besoin pour bâtir du muscle pour deux raisons. Je pense qu'on s'est basé sur des gens qui étaient peut-être pas, qui carburaient pas au même produit que nous. Et je pense que peut-être il y a eu des études qui ont été subventionnées pour qu'on puisse nous vendre des compléments de protéines. Euh, il me semble bien qu'aux alentours des 1,6 tu vois, grammes par kilo de poids de corps, on arrive à avoir quelque chose qui est assez optimal. Euh, donc C'est déjà voilà, moi, beaucoup. ce serait plutôt ma recommandation. Euh, Ouais, c'est déjà élevé, mais c'est loin des 2, Oui. 2,2, 3 grammes que tu vois passer sur certains, des fois, sur certaines recommandations. Donc, après, honnêtement, moi, je pratique c'est très personnel, hein, là, je sais pas, il n'y a pas d'encouragement à personne, mais moi, je pratique le jeûne, tu vois, je fais des jeûnes, je fais des monodiètes, je fais des choses comme ça. J'ai pas l'impression de perdre de masse. Et d'ailleurs, c'est prouvé, puisque quand tu jeûnes, tu as une sécrétion d'hormones de croissance qui épargne ta masse musculaire. Mais tu vois, dans ces cas-là, j'ai pas l'apport, j'ai pas mes 1,6 grammes par kilo de poids de corps dans la journée, et j'ai pas l'impression de perdre de la masse musculaire. Donc bon, on a défini un modèle sur la nutrition de calories par jour. Mais c'était pour pouvoir l'intellectualiser, mais en fait, notre corps, il s'arrête jamais. Il s'arrête quand on meurt. Donc, être capable de dire il faut 1,6 par jour, pourquoi on le rationaliserait pas la semaine? Pourquoi on le Voilà, c'est des questions, j'ai pas les réponses. Mais je pense qu'il faut un peu se détacher de ça. L'intérêt des protéines, c'est de pouvoir bâtir du muscle. C'est cool parce que ça te donne un effet de satiété. Euh, donc j'essaie, moi, personnellement, d'en avoir à tous mes repas et de varier mes sources. Des choses, c'est des conseils bateaux, mais c'est des conseils bateaux. Je dis toujours, ça passe l'épreuve du temps.
Ce qui passe l'épreuve du temps, c'est que ça a fait ses preuves. Donc voilà, varier les sources Oui, et c'est d'essayer de compléter. manger comme nos anciens, les légumes du jardin. C'est si bête que c'en est compliqué à faire. Mais je pense que si on fait ça, on est sur une bonne Sur voie. la bonne voie, ouais. Est-ce que Pierre, t'as une dernière question pour finir un petit peu cette interview? Non, je trouve que c'était assez complet. Je pense que ça fait déjà 1h40, donc c'est bien comme format. Yes. On te pose du coup la dernière question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que t'as des livres à conseiller, des articles que t'as vus, des comptes Instagram ou YouTube? Qu'est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs? Waouh. Moi, je suis un accro de la lecture. Donc, mes potes, quand ils C'est me parti. déménagent, ils me détestent. Euh, qu'est-ce que je lis tout et beaucoup. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Sport ou pas sport? Ce qui te vient par la tête, ce qui t'a inspiré, Il y a, on il y a prend eu tout. Jordan Peterson tout à l'heure. Euh, ouais, j'ai fini Oxygen Advantage il y a pas très longtemps. C'est un livre sur la respiration qui était assez sympa. Bon, ouais, j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu il y a pas longtemps? J'ai fait les livres de Ross Edgley. Je regarde ma bibliothèque en même temps. J'ai fait les livres de Ross Edgley il y a pas longtemps, que j'ai bien aimé. Deux bouquins qu'il a sortis, notamment celui Art of Resilience, là où il raconte son tour de l'Angleterre à la nage. J'ai bien kiffé. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Blueprint, où il explique comment il s'est préparé avec les programmes et tout. J'étais un peu moins fan, mais j'aime beaucoup le mec, il m'inspire beaucoup. J'ai lu le bouquin de Matt Fraser aussi il n'y a pas longtemps. Voilà. Euh, je- Comme tout le monde, Bon, je m'attendais à ça, trouver les secrets. Mais il y en a pas. bah ouais, ouais, il n'y avait pas les secrets. Ouais. Il y a des petites perles à prendre dedans, mais voilà. Qu'est-ce que ouais, oui, j'ai lu beaucoup de choses. Après, en termes de romans, je viens de relire j'aime bien relire mes bouquins. Je viens de refinir le livre Silo. C'est une œuvre de science-fiction. Je crois que c'est sorti en série en plus. Je sais plus sur quelle plateforme, mais qui est juste ouf. Et là, je recommence Les Enfants de la Terre. Pas Les Enfants de la Terre, Les Ah ouais, Piliers de la Terre. mais la bibliothèque, elle fait 30 mètres carrés ou quoi? C'est infernal, ma femme me déteste, il y en a partout. Bon, ben, merci Romain. J'ai- En tout cas, on s'est vraiment régalé avec toi. Mm. Merci d'être sorti de ton public habituel, hein. C'était top de vulgariser tout ça. Et j'espère que t'as pris pas mal de plaisir aussi. Ouais, c'était cool, c'est pas un exercice simple. C'est toujours. Ouais, c'est pas que facile de répondre aux questions, d'essayer de pas dire toujours syndrome, j'ai un peu syndrome de l'imposteur, tu vois, Et ouais, c'est ouais. pas que facile, mais non, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas, merci de l'invitation, c'est super sympa. Ben, merci Pierre. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci Romain. Allez, ciao tout le Ciao tout le monde. monde. Ciao les Salut, gars. salut.